Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette soirée sur la cybersécurité. Alors, on est à la fois ici en physique à Pont-à-Marc, mais on est aussi en live sur YouTube. Donc, voilà, il y a aussi des participants qui vont pouvoir assister à cette soirée et on les salue. Alors, on a appris qu'il y avait un petit accident visiblement sur la 1 qui va éventuellement amener un peu de retard. Donc, il y aura peut-être de l'arrivée un peu au fur et à mesure de la soirée, mais on va néanmoins pouvoir commencer dès maintenant. Et je ne vais pas prendre la parole beaucoup plus longtemps, juste me présenter. Donc Yann Paulmier, moi je suis chargé de mission à la région Hauts-de-France, en charge notamment de la cybersécurité. Et je vais appeler monsieur Luc Foutry, le président de la communauté de communes de Pével-Carambeau, qui va faire un petit mot d'accueil pour vous ce soir. Merci. Je voudrais vous dire quelques mots simplement en préambule. Peut-être, si vous m'autorisez, je vais... Parce que sans lunettes, je ne sais pas lire, et avec de la buée, je ne sais pas lire non plus, donc je vais me permettre. Je vous remercie. Vous dire que, d'abord, que cette soirée sur la cybersécurité, elle s'inscrit dans la semaine du numérique qui est organisée par Pével-Carambeau depuis plusieurs années maintenant. Et cette soirée s'inscrit entre deux autres temps forts, le début de semaine qui était consacré au numérique durable et puis au salon robotique qui se déroule à Coutiche ce week-end. Et permettez-moi de remercier l'ensemble des membres du service numérique et des membres des agents de Pével-Carambeau qui sont mobilisés pour organiser cette semaine et cette soirée. Remercier aussi l'ensemble des intervenants et des experts qui vont nous aider aujourd'hui à y voir un peu plus clair sur cette problématique. C'est vrai que le numérique, les attaques, les cyberattaques, ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous avons sur notre territoire plus de 5000 entreprises. La plupart, c'est des PME, des artisans, des TPE. Et alors, dans plus les 38 communes, nous avons beaucoup dans le monde économique, dans le monde territorial, digitaliser nos relations avec les citoyens, avec les clients. Et on pense que tout va aller bien, mais ce n'est pas aussi évident que cela. Nous avons assisté, en tout cas parfois la presse s'en fait écho, notamment sur des sites de mairie qui sont bloqués ou qui sont hackés. Et alors on se retrouve dépourvu dans nos relations avec les citoyens. Et il y a... c'est un peu comme tout, on pense toujours que ça arrive qu'aux autres, et en fait non, ça peut nous arriver à nous évidemment. Si plus on est gros, plus on est grand, plus on est puissant, plus on est peut-être prévoyant, plus on a plus de moyens de prévoir ce type d'accident, ce qui fait qu'il y a 80% des entreprises, des grandes entreprises qui sont déjà protégées par rapport à ce risque. On comprend qu'il y a des enjeux aussi pour elles. Pour les PME, c'est seulement 8%, c'est des chiffres au niveau national qui sont... protégés, qui ont anticipé ce risque, et pour les TPE, c'est même moins de 1%. Donc l'objectif de cette soirée, c'est vraiment de nous donner les bons réflexes, les bons conseils et peut-être les bonnes pratiques à prendre face à ce risque. Parce qu'évidemment, la question n'est pas de savoir si nous serons un jour, j'allais dire, hackés, mais quand. Donc il faut s'y préparer. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire en préambule, en vous remerciant encore de votre présence. Merci beaucoup. Alors, pour introduire cette soirée, un peu présenter ce qu'on appelle les cyberattaques, ce qu'on entend derrière un peu tous ces termes, je vais appeler Damien Bancal. Damien Bancal, vous êtes journaliste expert en matière de cybersécurité, vous êtes aussi fondateur du site d'information Zataz et vous intervenez dans de nombreux médias. Donc voilà, je vous laisse peut-être introduire, je vais vous passer le micro et puis voilà, un petit panorama de tout ça. Bonsoir à tout le monde, merci. Merci d'abord de m'avoir invité pour cette soirée. Je trouve très important de pouvoir participer parce que moi, ma mission n'est pas de vous aider, mais plutôt de vous montrer ce qui se passe peut-être sous votre fauteuil. Je vais vous lancer ce que je vous ai préparé ce soir. L'idée, c'est de vous faire comprendre. On connaît les piratages, on sait que ça existe. Moi, je vais plutôt vous montrer ce que font les pirates informatiques de vos données.
Des données qu'ils ont peut-être volées hier, qui sont peut-être en train de vous intercepter maintenant, ou que demain ils tenteront d'intercepter. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors l'idée, mon titre, c'est Pirates versus données. C'est Pirates versus vos données. Il faut vraiment vous mettre dans la tête aujourd'hui que les pirates informatiques vont s'intéresser à l'intégralité des informations que vous avez sur vous, numériquement parlant, ou physiquement. Alors je m'explique. Vous avez votre portefeuille en tête. Dites-vous que le pirate ne va pas s'intéresser qu'à la carte bancaire ou qu'au billet qui peut traîner dedans. Dites-vous que toutes les autres informations de votre portefeuille va intéresser le pirate. Je vais prendre un exemple. Le monsieur là-bas au téléphone, je suis persuadé que votre mot de passe commence par 42 de votre tablette. Pourtant, en regardant au-dessus de votre épaule, j'ai pu intercepter le mot de passe qui était tapé. Non ? Bon, ça va alors. Je suis pas bon, ça m'arrange. Mais toujours attention, la moindre information qu'on peut laisser peut être interceptée. Alors là, l'idée, bon, on vous a présenté qui j'étais. Moi, ça fait 30 ans que je m'intéresse à ce sujet, à la cybersécurité, mais du côté de au-dessus de l'épaule des pirates. Alors, je vous parlerai pas des phishing. Vous savez, ces fameuses tentatives d'hameçonnage de vos informations. On en entend parler partout. Votre banque en parle. Votre assureur en parle. L'école en parle. Je vais pas vous parler non plus des fuites de données. Et pourtant, il y en a énormément. Je vais vous donner quelques chiffres qui sont mes chiffres pour vous expliquer qu'aujourd'hui, c'est exponentiel. Ce que vous voyez là, c'est totalement inédit. L'OL, l'Olympique lyonnais, s'est fait pirater la semaine dernière après l'agression du footballeur Payet sur le stade. Un Marseillais a décidé de se venger et il a attaqué l'Olympique lyonnais en diffusant l'intégralité des supporters inscrits sur leur site. Ça vous donne un petit peu l'idée aussi, le pirate informatique, s'il a les moyens, il trouvera le moyen de nuire. Et nuire, c'est peut-être avec vos informations. Je vous parlerai pas non plus de ce qu'on a pu révéler hier avec cet avocat qui a été attaqué. Les pirates informatiques lui ont volé plus d'1,5 million de dossiers, de documents, de fichiers. Dedans, malheureusement, il y a les informations judiciaires, entre autres de Charlie Hebdo. Aujourd'hui, ces pirates informatiques se moquent complètement de qui vous êtes, se moquent complètement de vos informations. Pour eux, vous n'êtes que des numéros et des chiffres qui potentiellement fera de l'argent. Et là, je vais vous montrer comment ils agissent. Alors d'abord, quelques petits chiffres, rapidement. Les chiffres que je vais vous donner là maintenant, ce sont mes chiffres. Ce sont des chiffres qui ont commencé le 1er janvier 2021. Pour juste avoir une petite idée de l'ambiance de ce que moi j'appelle le marketing de la malveillance. Alors c'est quoi ? C'est depuis le 1er janvier 2021, j'ai pu accéder à 10 milliards d'adresses électroniques diffusées, vendues, partagées par des pirates informatiques. Autant dire que ce chiffre de 10 milliards, ça permet de faire un nombre d'arnaques et d'infiltrations loin d'être négligeable. Imaginez, 10% de ces 10 milliards tombent dans un piège. Alors, j'ai aussi 196 000 bases de données piratées depuis le 1er janvier qui ont été vendues, diffusées, partagées. Ce sont des PME, ce sont des avocats, ce sont peut-être vous et moi. En tout cas, dans ces 196 000, les pirates les vendent, les diffusent, et surtout après les partagent bénévolement, façon de parler, en tout cas gratuitement, juste pour se faire valoir, sauf qu'ils se font valoir avec vos informations. Autre chiffre que je trouve intéressant, c'est qu'on parle de plus en plus de ces messageries sécurisées, protégées, très important à utiliser pour votre vie privée et professionnelle, mais il ne faut pas se voiler la face. Les malveillants, les pirates, ont compris que c'était un outil très intéressant. Sur Telegram, depuis le 1er janvier 2021, j'en ai 391 groupes Telegram qui diffusent des cartes bancaires. Je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. Voilà, des échantillons. Mais il n'y a pas que les 16 chiffres de la carte bancaire. Hein. Il y a le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Dans ces chiffres, c'est plus de 1500 boutiques, plus de 1500 eBay ou 1500 Fnac, mais dédiées qu'à une seule chose, à la vente de données personnelles piratées. Depuis le 1er janvier. Alors ça se ferme, ça disparaît, ça réapparaît. Le problème, c'est que c'est dans ces 1500-là, ils font plein de petits, parce qu'on a une nouvelle population de criminels, de cybercriminels, qui ont compris qu'au fond de leur jardin ou dans leur canapé, il est possible de se faire quelques euros, quelques dollars, malheureusement avec nos données. Dans ce chiffre, je finirai par celui-ci. Celui-ci a été conclu ce matin, à 9h. Au mois de novembre, c'est plus de 14 000 phishing, hameçonnage, tentatives de piège, rien qu'au mois de novembre. 14 000, ça veut dire que combien de gens ont été piégés. Je vais juste vous prendre un exemple avec le phishing de Boulanger qui a eu lieu il y a 3 mois. On a réussi à infiltrer les pirates où on s'est retrouvé qu'ils avaient tenté d'impacter plus de 600 000 personnes parce qu'ils avaient les noms, les prénoms, les téléphones et les adresses mail. Alors là, c'est quelques chiffres. C'est juste pour vous donner un petit peu cette ambiance
de ce marketing de la malveillance. Alors pourquoi font-ils ça? Que veulent-ils? D'abord, ils veulent les identités. Connaître votre nom, votre prénom, votre adresse va permettre de faire quoi? Usurpation, chantage, espionnage. La donnée privée, c'est financière. Très important, une donnée financière, on en parlera tout à l'heure. Administrative, c'est parfait de connaître malheureusement, par exemple, votre numéro de sécurité sociale. Données intimes, données de santé. J'ai révélé au mois de février de cette année les 500 000 données de Français qui ont été volées par un pirate informatique qui n'a trouvé rien d'autre que de les diffuser sur Internet. Il a trouvé ça très rigolo, sauf que des données de santé, nom, prénom, adresse, téléphone, plus plein de petits détails qui n'ont pas à être rendus publics. Eux s'en moquent complètement. Les données de couple intime, je vais vous en parler dans quelques instants, couple légitime ou illégitime. Et je finirai par les données professionnelles, c'est celles qui nous impactent tous, parce qu'aujourd'hui, il faut arrêter de se voiler la face. Les données personnelles impactent les professionnels, et les données professionnelles impactent les données personnelles. Et ces données professionnelles, c'est l'entreprise, vos produits, vos collègues, vos partenaires. C'est très important. Je connais des pirates informatiques aujourd'hui qui créent des catalogues, non pas sur moi, mais potentiellement sur les populations avec qui je travaille. Peut-être qu'il voudra lancer à un moment ou un autre une attaque, une cyberattaque, fraude au président ou ce que vous souhaitez, mais parce qu'il a suffisamment d'informations pour pouvoir lancer cette attaque de l'homme du milieu. Aujourd'hui, ça fabrique des catalogues numériques. Moi, ça fait des années, des décennies, où j'ai même des pirates qui les fabriquent sous forme papier. Et tiens, je vais m'attaquer aujourd'hui à la communauté de communes. Tiens, mais qu'est-ce que j'ai comme information? Et peut-être que dans ces informations, il y a des numéros de téléphone, des mails, des mots de passe, en tout cas des contacts directs. Alors à partir de tout ça, il faut clairement vous mettre dans la tête qu'on est avec des mafias. Aujourd'hui, il faut clairement arrêter de penser qu'on est... Alors il en existe, hein, des jeunes dans leur coin qui font des bêtises, mais le problème c'est qu'ils sont de plus en plus organisés, ces populations de malveillance. Et je prends Al Pacino et le parrain qui dit dans son film, il n'y a rien de personnel, c'est juste du business. La semaine dernière, j'ai rencontré un pirate, une vingtaine d'années, qui m'a expliqué que depuis qu'il gagne de l'argent, il n'a jamais gagné le moindre cent, le moindre euro, légalement, que par de numérique. Et donc, pour eux, c'est clairement ça. Oui, mais les données de santé, ou les données bancaires, ou les données d'identité que vous venez de diffuser, pour les vendre, c'est peut-être votre grand-parent, c'est peut-être vos grands-parents, vos amis, vos collègues. C'est des dollars. Alors, à partir de là, que font-ils des données? Ils trient. Ce que vous voyez à gauche, c'est simple, hein, c'est d'hier soir. C'est dans un espace sécurisé de pirates que j'ai pu infiltrer, où là, vous avez un pirate informatique qui a trié, 67 millions d'adresses mail de Français. C'est vendu 210 $ et il ne le vendra qu'à une seule personne. Il le dit dans sa promo, il le dit ici. Et là, vous voyez, hein, on a, je crois qu'on est quasiment à 14 millions de Orange.fr, on est à 12 millions de Wanadoo, etc., etc. On a tout le monde. Hein. Il trie, il classe. À partir d'autres éléments, il stocke. Là, c'est un espace que j'ai infiltré d'un Russe il adore le pays. Il adore notre pays, tant mieux, c'est qu'il a du goût, mais j'ai comme un doute que ce soit pour de la gentillesse. Là, par exemple, vous avez Annuaire Mairie, dans lequel il propose quoi? Eh bien, il propose toutes les informations correspondant au service éco de mairie. Il en a 18 000. Ah, si vous souhaitez, vous avez aussi un site, il est ici, Accessoires Camping-Car, 17 000 clients de ce site internet. Moi, le pirate, j'ai camping-car plus les populations, j'ai plus qu'à faire une arnaque aux petits oignons pour le piéger. Après le stockage, il y a l'utilisation. C'est là où on rentre dans le vif du sujet, où l'utilisation, ce sont des bases de données, soit professionnelles ou personnelles. Tout à l'heure, souvenez-vous, je vous disais qu'il s'intéressait fortement aussi aux données personnelles de couple, par exemple, légitimes ou non légitimes. Ici, vous avez une base de données d'un pirate qui propose quelque chose comme 2 milliards d'informations, login, mot de passe, mail, etc., etc. Mais aussi ce genre de base de données très intime. Ce site internet a été piraté il y a 1 mois et demi, dans lequel il est possible, vous utilisateurs, vous faites de la musique, du dessin, vous souhaitez en vendre. Donc vous avez des fans. Les fans s'abonnent à vous et ils vous payent une dizaine d'euros pour avoir ces photos, pour avoir ces vidéos, pour avoir ces dessins. Sauf que, il ne faut pas se voiler la face, et je le dis très clairement, faites attention à vos adolescents et adolescentes, c'est qu'ils adorent vendre leurs pieds, mais ils adorent aussi ensuite faire une prostitution numérique qui peut leur apporter énormément d'argent. Sauf que ce site, comme je vous venais de le dire, a été piraté. Le malveillant a tout volé. Toute la base de données, dans lequel on trouve donc effectivement le pseudo de Damien, hein, qui vend ses pieds,
Sauf que moi, comme je touchais de l'argent d'Amiens, dans ce site, j'ai fourni ma vraie identité, ma vraie adresse, mon vrai téléphone, etc., etc. J'ai appelé 10 personnes dans cette base de données pour savoir s'il était vrai et savoir s'ils étaient au courant de ce type de fuite. Sur ces 10 personnes, j'en ai 2 qui sont partis en pleurant, en me disant très clairement, eh bien, ma conjointe ou mon conjoint ne sont pas au courant. Pensez-vous que ça va se retrouver sur Internet ? Il ne faut pas se voiler la face, hein. Damien, qui s'appelle peut-être Kiki59 dans son pseudo intime, prochainement, dans Google, on tapera soit Damien, soit Kiki59, et les informations privées, personnelles et intimes vont se diffuser. Imaginez, vous, ressources humaines, imaginez, vous, partenaire économique, vous, par curiosité, vous tapez le nom de la personne avec qui vous êtes en affaires et vous découvrez que Kiki59 ne vend pas que ses pieds. Les pirates s'en moquent complètement. Et ça rapporte énormément d'argent. Il faut savoir que ce type de base de données, celle-ci n'était constituée que, pardon du terme, 60 000 dames spécialisées dans ce genre de commerce. C'est quand même vendu aux alentours de 10 000 $ pour ceux qui veulent acheter. 10 000 $ n'étant strictement rien côté tarif. Alors ensuite, nous avons aussi vendre et acheter, parce que vous l'aurez compris, ces données, il faut qu'ils en retirent des monnaies sonnantes et trébuchantes. Là, je vous ai trouvé une petite boutique qui est intéressante. Pourquoi ? Parce que, par exemple, pour 5 $, un pirate informatique propose une liste de 18 000 architectes. Moi, l'autre malveillant qui lui achète ça va peut-être viser des architectes en espérant trouver des plans, je ne sais pas moi, de la prison d'Annelin, de trouver des blancs d'une banque à Pont-à-Marc, etc., etc. Attaquer l'architecte ne veut pas dire que c'est l'architecte qui m'intéresse, mais plutôt ses données. Et en bas, si vous expliquez aussi que les pirates informatiques sont vraiment dans ce marketing de la malveillance, on est en plein Black Friday chez les pirates informatiques. Donc si vous souhaitez 11 millions de clients français, à la base ça coûte 600 $, pour le Black Friday ça ne vous encadrera plus que 300. Voilà. Ils se moquent complètement de ce qu'ils font de vos données, mais ils iront les chercher et ils iront les récupérer si vous n'y prenez pas garde et surtout si vous ne vous protégez pas. Alors à partir de ces éléments-là, il faut savoir que les pirates informatiques adorent donner des échantillons. Je prends l'exemple très concret, là malheureusement, de ce qui se passe avec Charlie Hebdo ou encore de ce professeur assassiné en octobre de l'année dernière. Les pirates informatiques ont tout volé au cabinet d'avocats et ils ont tout diffusé. Mais les pirates informatiques adorent aussi peut-être donner les échantillons correspondant à vos pièces d'identité. Là, j'en ai contacté un. Il promettait monts et merveilles dédiés à des documents officiels, des CNI, des cartes nationales d'identité, des passeports, etc. Et je lui ai demandé un petit échantillon. Alors bien sûr, je ne lui dis pas que je m'appelle Damien, je m'appelle Pierre-Paul Jacques, peu importe, mais l'important c'est qu'il me parle, et à partir de cet élément-là, je tente d'en extraire un maximum d'informations pour savoir qui il est, ce qu'il veut, comment il le vend et comment il a récupéré. Et donc dans cet élément-là, Gisper me contacte et me dit « Oui, j'ai un échantillon. Voici une pièce jointe de contenu, donc ça c'est mon affaire pour m'assurer que tout ça n'est pas piégé. Le problème c'est que son échantillon c'était 5000 pièces d'identité, passeport, carte d'identité, etc. Et il me dit qu'il en a 100 fois plus. Alors moi, dans ma conversation, je lui dis, mais comment vous récupérez ça ? Donc il m'a expliqué plus ou moins. Et surtout, après, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de récupérer la véritable identité des personnes derrière les documents. Et il les appelle. Ou il essaye de récupérer les informations pour que la personne se mette en photo avec sa pièce d'identité. Alors quand il peut récupérer ce genre d'éléments, ça lui sert à quoi ? Eh bien, ça va lui permettre de créer une fausse identité, par exemple sur des sites où on peut acheter de la crypto-monnaie. Il va peut-être potentiellement aussi s'ouvrir un compte bancaire sur des sites qui ne sont pas très regardants, parce que tout est numérisé, et à qui on vous demande « merci de me fournir votre pièce d'identité et votre photo avec un petit papier sur vous marquant « je suis bien le propriétaire de cette pièce d'identité ». Là, du coup, on a quasiment une escroquerie, ou en tout cas une usurpation quasiment parfaite. Et là, il est véritablement le problème, parce que ça, je vous invite à réfléchir un petit peu à tous les hôtels que vous avez pu visiter dans le monde ou en France, dans lesquels on vous demande votre pièce d'identité et toutes vos informations pour des questions soit touristiques ou de sécurité. Le nombre d'hôtels qui scannent les pièces d'identité et qui les scannent et qui les laissent dans leur disque dur. Ce pirate est spécialisé et il s'attaque à tous les hôtels possibles, imaginables, pour tenter de trouver ce genre de données. Et je finirai, entre guillemets, à un cas d'école. Il y a 3 mois, j'ai expliqué dans la presse comment un pirate informatique avait offert 1 million de cartes bancaires. Là, ce que je vais vous montrer, c'est leur état d'esprit vraiment dans ce marketing. Donc, il y a maintenant, oui, on était au mois d'août, on a un pirate qui décide d'offrir 1 million de cartes bancaires et il l'explique sur plein de sites, plein de forums. Des forums russes, américains, anglais, peu importe. Eux, l'important, c'est de trouver l'acheteur. Là, il explique qu'il offre 1 million de cartes bancaires,
qui sont valables depuis 2018-2019, qu'il a pris un petit échantillon de son stock et que 20% de son petit stock de 1000 qu'il a utilisé sur son million était encore valide. Et il a commencé à diffuser des liens. Partout. Mais vraiment partout, partout, partout. Pourquoi il a fait ça? Tout simplement, c'est qu'il a une boutique. Là, c'est sa boutique à ce pirate. Donc cette capture écran là du mois d'octobre, dans lequel il explique le 3 octobre à 19h39 qu'aujourd'hui, il a un réassort. Comme chez Leclerc, comme chez Auchan, comme chez Carrefour, il fait du réassort tous les jours. Là, il avait un réassort de 298 000 cartes bancaires, pas obligatoirement toutes fiables, mais il les propose à la vente. Par contre, il avait un peu plus de 15 000 cartes bancaires qu'il appellera des zero day, donc des cartes bancaires jamais utilisées, fraîchement volées, et que là, il va permettre de vendre. Et comment il fonctionne pour sa vente? Ben voilà sa boutique. Dans sa boutique, vous avez des informations comme les dates de validité des cartes bancaires. Donc là, on peut voir qu'on a du 2023, 2022, 25, etc., etc. Effectivement, si j'achète, moi, pour quelques dollars, eh bien, j'aurai les cartes bancaires, donc toutes les informations. CVV, numéro de carte bancaire, date de validité. J'aurai énormément d'informations sur le porteur et propriétaire légitime de cette carte bancaire, allant de ses contacts, son mail, son numéro de téléphone. Un numéro de téléphone, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Aujourd'hui, je vous rappelle que la double authentification est indispensable pour tous les achats ou en tout cas toutes les transactions que vous faites sur les internets. Aujourd'hui, les pirates utilisent une technique qu'on appelle le halo. En fait, ils ont tout sur vous. Ils ont tout acheté. Mais il faut pouvoir faire sauter la double authentification que le client, que le pigeon, pardon du terme, vient de recevoir sur son téléphone. Les pirates informatiques, aujourd'hui, n'ont pas peur. Ils n'ont jamais eu peur d'ailleurs, hein, mais aujourd'hui, ils sont obligés de le faire. Ils appellent leurs futures victimes. Dans ces informations, on trouve ici donc les pays, les montants. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi vendre une carte bancaire ou des informations globales sur un porteur de carte bancaire? 11,20 $, 7 $, 8,40 $. Pourquoi mettre des centimes? En fait, tout ça est automatisé et c'est de la crypto. Comme la crypto évolue, eh bien leurs tarifs aussi évoluent. Alors, dernier petit détail qui est tout en bas, ici, le pirate en a offert 1 million de cartes bancaires 2018-2019. Il en a encore aujourd'hui à vendre plus de 2 millions qui n'ont jamais été encore exploités. Ça vous donne un peu l'état d'esprit des 1500 boutiques que je vous expliquais tout à l'heure. Elle fait partie des 1500 boutiques. Alors imaginez le nombre de données, peut-être vos données, qui sont aujourd'hui bien au chaud, dans un coin, parce que vous avez entendu dire un jour dans votre entreprise qu'il y a un ordinateur qui est tombé en panne, qu'il y a eu un compte à rebours. Oh, c'est pas grave, on formate, on jette la machine, on a un backup, on est tranquille. Sauf que le pirate a peut-être déjà tout intercepté. Quand il y a un compte à rebours pour un ransomware dans votre machine, dites-vous qu'il est franchement trop tard pour vos données. Et je finirai par ça. Donc ça, c'est des fameux télégrammes, comme je vous l'expliquais. Ça fait beaucoup de promotions. Hein. Vous voyez, on voit pas bien les horaires. J'aurais dû l'éclaircir un peu plus. Mais là, vous voyez que quasiment toutes les 10 minutes, vous avez un pirate informatique qui vous parle de réassort de sa boutique. 200 cartes bancaires ici, 200, 500 de la même boutique. Et après, on a les fameux échantillons gratuits. Ça, c'est une véritable plaie à mon sens, où ça diffuse, voilà. Pour attirer le chaland de l'acheteur de données fiables, eh bien, ça diffuse des coordonnées. Donc là, vous avez les 16 chiffres, la date de validité, le CVV, donc le code à l'arrière. Là, je les ai caviardés, mais vous avez le nom, le prénom, l'adresse postale, le numéro de téléphone, voire d'autres informations des porteurs des cartes bancaires. Les pirates s'en moquent, ils diffusent. Ils automatisent leur diffusion. C'est juste pour faire une publicité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez-y. Hein. Oui ? Les premiers recours, d'abord, on a la gendarmerie nationale là, c'est de ne pas hésiter, surtout pas à aller déposer plainte, première chose. Ensuite, votre banque, c'est de prévenir tout de suite votre agence en disant « Je crois que j'ai un énorme problème sur ma carte bleue, est-ce qu'il va falloir l'arrêter ?» Ils vont clairement vous bloquer sa possibilité d'utilisation. Après, plus vite vous agissez et plus vite il sera potentiellement possible de récupérer l'argent, sauf qu'on a de plus en plus aussi de gens qui sont capables de faire des transactions à l'international et les bloquer, c'est bien, mais c'est pas parce qu'elles sont bloquées que vous allez
et pouvoir récupérer ce qui vous a été détourné. Donc sur cet aspect bancaire, c'est les plus connus parce que ça existe depuis des années. Après, dites-vous que s'ils ont les données de votre carte bancaire, il va falloir réfléchir aussi quelles sont les autres données périphériques qui ont été fournies lors de l'utilisation de votre carte bancaire. Adresse, mail, numéro de téléphone, voire peut-être des documents photographiques comme on l'a vu tout à l'heure. Il faut clairement avoir, c'est l'ANSSI qui le dit, hein, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, son grand patron, M. Poupard, le dit, hein, l'hygiène numérique, c'est réfléchir en amont comment une cyberattaque va pouvoir vous impacter. C'est très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, et vous aussi, Monsieur le Président. Il ne faut clairement pas penser aujourd'hui à se dire « pourquoi moi ?» Non, c'est plutôt dire « ça a commencé quand ?» Je ne suis même plus dans l'état d'esprit de se dire quand? Non, non, ça a commencé, ça a débuté quand? Donc voilà, donc c'est à vous véritablement de réfléchir comment vous diffusez vos informations, à qui vous les fournissez, et surtout est-ce que vous allez être capable de retrouver le départ de la fuite. Je vais vous donner un exemple très concret pour les passeports des hôtels. Moi aujourd'hui, quand je vais dans un hôtel, moi et ma famille, si c'est scanné, je veux revoir le document et je vais y mettre un watermark, un signe distinctif que je vais prendre en photo. Et si jamais ça fuite, je sais d'où est partie la fuite. À vous de réfléchir à votre hygiène numérique, à votre cybersécurité. Moi, je ne vous cache pas que nous, on est un peu paranoïaques, on fait ça sur tous les documents qu'on peut fournir, associations et autres. Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. On n'a plus le choix. Regardez pour les supporters de l'Olympique de Lyon, qui se retrouvent aujourd'hui jetés en pâture, nom, prénom, mail. Tout ça pourquoi? Parce qu'un pirate marseillais a voulu se venger. Moi, je suis désolé, il y a des gamins, filles ou garçons, papa, maman, qui n'ont jamais demandé de se retrouver aujourd'hui vendus comme des petits pains sur Internet. Il y a plein de possibilités. La messe et prier et espérer qu'on vous donne l'info. C'est très compliqué. Plus sérieusement, vous avez plein de techniques gratuites. Vous prenez Google, on prend ce moteur de recherche là, et vous tapez simplement votre nom et votre prénom, et les informations peuvent ressortir. Là, c'est même pas technique, c'est juste taper son nom et son prénom. Après, vous avez plein d'outils payant ou gratuit dans lequel vous mettez, je vais prendre l'exemple de ce site américain qui est dédié au mot de passe, où dedans on vous demande de mettre votre mail et on vous dira si vous apparaissez dans une base de données piratée. Pour moi c'est dangereux, parce que vous fournissez quand même votre adresse mail à un site internet dont même s'il est connu sur la place, rien ne m'empêche de penser qu'il a pu être piraté. Et donc du coup, si vous fournissez votre mail, un pirate pourra potentiellement matcher entre votre mail et les autres données. Il y a plein de possibilités, mais je vous dis d'abord les moteurs de recherche. Voilà. Je ne vous vends même pas mon service, vous voyez. Mais sinon, vous passez par zetas.com, n'hésitez pas. Oui. Je reformule la question. La personne demandait en fait comment moi, internaute, je peux savoir si mes données ont été piratées ou ont tout simplement perdu. Tout simplement. Je vais vous donner un exemple. Alors, il est un tout petit peu technique, mais pas tant que ça. Mais dans votre moteur de recherche, quand vous demandez... C'est pas ça que je voulais vous montrer. Quand vous demandez à Google, par exemple, « Trouve-moi tous les fichiers texte avec mon adresse mail », vous seriez étonné de voir le nombre de bases de données qui contiennent des adresses mail et peut-être la vôtre. Là, c'est même pas complexe, mais il faudrait le montrer en démonstration. Mais je vous dis, rien que taper votre nom, votre prénom, votre mail dans un moteur de recherche, tout ce qui va ressortir pourra vous poser des questions sur mais pourquoi ils l'ont. Et là, je ne vous parle même pas de piratage, mais juste de fuite. Le nombre de blogs ou de collectivités, j'ai une collectivité que je ne citerai pas du côté du Boulonnais, qui a quand même pendant 2 ans laissé fuiter l'intégralité des fiches des enfants des écoles primaires de la commune, qu'il était possible de trouver tout simplement. C'est un papa qui m'a alerté en tapant nom, prénom, .pdf. Et là, du coup, tous les fichiers sont sortis. Comment dire, la commune a corrigé, n'a jamais dit merci, mais ça c'est un grand classique des gens qui se voilent la face. Les 3 petits singes, je ne vois rien, je ne dis rien et je n'entends rien. Le problème, c'est que ces données, on les retrouve aujourd'hui dans certains secteurs très intéressés par l'éducation, par exemple. Merci. Merci beaucoup, Damien, pour cette intervention assez anxiogène. Mais on va essayer de poursuivre nos échanges sur
peut-être voilà, des solutions et de comment on va pouvoir, faire avec l'ensemble de ces menaces qui nous ont été présentées. Donc, alors on va commencer une première table ronde où on va essayer de recentrer un peu la question de la menace qui a été exposée de façon très générale sur la question des entreprises et des collectivités. Et pour cela, je vais demander à 4 intervenants de nous rejoindre, donc Ludovic Delair, que ensuite je présenterai bien sûr. Donc Ludovic, tu peux nous rejoindre. Thierry Lefebvre et Laurent Chevalier, que je ne vois pas qui est là. Et puis Benjamin Leroux. Voilà. Alors on va juste récupérer des petites chaises qui sont rangées là-bas et puis on va pouvoir débriefer ensemble sur cette intervention et puis de façon générale les cyberattaques qui ciblent plutôt les entreprises. Ah bah oui, non mais moi je vais pas me mettre au milieu comme ça. Bon d'accord, très bien. Eh bien je me mets au milieu. Alors messieurs, merci. Bonsoir. On va essayer là dans cette première table ronde, en fait cette première partie de table ronde, de recentrer un peu l'ensemble de ce qu'on appelle la cybersécurité et les cyberattaques sur comment ça s'incarne de façon très concrète pour des petites entreprises, pour des entreprises de façon générale ou pour des collectivités. On demandera d'ailleurs peut-être à Damien de nous apporter un petit éclairage sur la question des collectivités. Alors Ludovic Delair, vous êtes directeur général du CITC, donc du Centre d'innovation des technologies sans contact à Lille. Est-ce que d'abord vous pourriez nous expliquer assez rapidement en une phrase ou deux ce que c'est que le CITC? Et puis, est-ce que vous pourriez nous faire un peu un panorama des attaques, cyberattaques notamment, plutôt qui cibleraient les entreprises aujourd'hui? Bonjour Yann. Donc Ludovic Delair, en effet directeur général du CITC. Alors le CITC, c'est un centre, ça veut dire Centre d'innovation des technologies sans contact. On est centre de ressources technologiques spécialisé dans les technologies, l'expertise autour des objets connectés, l'intelligence artificielle et la cybersécurité qui nous réunit aujourd'hui. Alors en effet, quand on parle de cybersécurité, on parle avant tout de cyberattaque. Quand on parle de cyberattaque, on a 3 grandes typologies finalement de cyberattaque. On a ce qu'on évoquait à l'instant, de la cybercriminalité. On a une deuxième typologie qui est, et là on monte crescendo dans le niveau des attaquants, on a le cyberespionnage, alors plutôt orienté vers les entreprises, les grands groupes, pour pouvoir aller faire de l'intelligence économique derrière. Et puis on a le domaine de la défense, la cyberdéfense, avec les stratégies géopolitiques, puisque ce sont les prochaines attaques. Donc on prépare des attaques, on met en place un certain nombre d'éléments, et là on est plutôt au niveau des pays qui vont porter. Alors si on revient dans la cybercriminalité, on a 2 typologies derrière ça. On a finalement le grand public, ça a été expliqué par Damien juste précédemment, et puis après on a le domaine de l'entreprise. Alors quand on parle entreprise et collectivité, puisque aujourd'hui c'est vrai qu'initialement on était plutôt recentré sur les entreprises, et progressivement on l'a vu ces derniers temps avec les attaques des hôpitaux, et puis également des collectivités, parce que les collectivités portent de plus en plus de moyens qui servent à la vie, à l'usage au quotidien, et qui, je pense au transport, aux écoles, à pas mal de réservations, qui peuvent avoir un impact sur finalement l'économie de l'écosystème. Donc ça, c'est le premier point. Alors si on parle du grand public, on a vu les différents sujets, notamment le phishing qui est dans le top 1. Et puis si on parle des entreprises et des collectivités, on a plutôt un axe dans le top 3. On va retrouver tout ce qui est lié à l'aspect ransomware ou rançongiciel en français. J'expliquerai un peu le détail derrière. Ensuite, on a tout ce qui est prise d'attaque sur le SI de l'entreprise, et puis sur les prises de compte. Et puis on retrouve les hameçonnages et ainsi de suite derrière. Alors quand on fait de la prise d'informations sur des comptes, c'est pour faire ce qu'on appelle de l'élévation de compte, et puis après derrière, progressivement aller potentiellement sur du ransomware par la suite. Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes une collectivité, on a alors je peux en parler parce que ça a été dit officiellement, mais par exemple la mairie de Séquedin qui avait été attaquée, vous vous retrouvez quand même dans une situation qui est compliquée, parce qu'à la fois, le DGS l'expliquait très bien, il arrive le lundi matin, c'est blackout sur les écrans, il n'y a plus rien qui se passe, on ne peut plus opérer de service du tout. Donc, parallèlement à la crise
je dirais, de l'attaque vous avez aussi une crise humaine qui se met en place parce que on ne sait pas quoi répondre humainement aux équipes. On ne sait pas les services, comment on va pouvoir les opérer. Quelque chose qui était extrêmement simple au préalable devient extrêmement complexe, avec une difficulté entre les services, puisqu'il y a des processus qui sont en place. On revient peut-être au papier ou des choses comme ça quand on est une collectivité. Des processus qui peuvent être plus simples d'une manière ou d'une autre. Et donc, on a aussi des tensions qui se créent humaines à l'intérieur. Donc, ça veut dire que c'est parallèlement à ça quelque chose d'extrêmement difficile à vivre humainement, en plus de toutes les problématiques qu'on a derrière. Et donc, si on fait le parallèle avec le domaine de l'entreprise, vous avez les mêmes situations. Alors, on ne peut pas se dire on est un expert de la cybersécurité, on a autour de la table, il y a Advance qui est présent avec nous, mais on a d'autres grands, Sopra dernièrement, qui s'est fait pour autant attaquer. Tout ça pour dire que vous pouvez être protégé, vous pouvez avoir le meilleur niveau, on a parlé de 80% des entreprises qui étaient protégées, néanmoins, ça dépend du temps et des moyens qu'on va consacrer pour pouvoir vous attaquer, mais on pourra à tout moment pouvoir pénétrer votre SI. Ça, il faut en avoir conscience. Vous pourrez mettre tous les moyens en place. Dans la cybersécurité, on n'est pas du 1 pour 1. Et c'est la synergie des acteurs entre eux qui vont faire qu'on va être meilleur pour se protéger. Donc ça, c'est le premier point. Mais quand on évoque le fait d'avoir une attaque, notamment de ransomware, derrière, c'est le fait qu'on ait pu rentrer par du phishing, qu'on ait pu rentrer par plein de moyens différents sur le SI de l'entreprise. On va y déposer ce qu'on appelle un malware. Et derrière ce malware, c'est souvent un crypto-locker. Vous allez vous retrouver avec tous vos données de cryptées. Alors juste, est-ce que tu peux expliquer comment ça s'incarne une cyberattaque de ce type-là, par exemple un ransomware, comment ça arrive à prendre le contrôle du système d'information d'une entreprise? Typiquement, on va potentiellement avoir fait on va rentrer par exemple par de l'hameçonnage tout simplement, parce que vous avez beau faire de la sensibilisation, vous aurez toujours à peu près 20% de l'entreprise qui va à un moment donné ou à un autre cliquer sur un mail, on va avoir... Alors, pour être vraiment le plus pédagogique possible, l'hameçonnage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reçoit un mail? Alors, l'hameçonnage, il y a plusieurs moyens de le faire. En effet, d'abord, ça veut dire quoi un hameçonnage? On va utiliser un tiers souvent dit de confiance, banque, assurance, sites gouvernementaux ou autres. On va avoir étudié au préalable les bons intervenants. Donc, on va vous mettre dans un environnement de confiance. Derrière, on va vous demander un certain nombre de choses. Alors, si en effet on est dans le grand public, ça va être des informations pour pouvoir extorquer des informations personnelles et puis les exploiter pour les revendre derrière. Si on est dans le domaine de l'industrie ou de l'entreprise, ce qu'on va faire, c'est on va essayer d'avoir des identifiants, des mots de passe, ainsi de suite. Donc, vous pouvez recevoir un email qui va représenter votre propre entreprise, ça peut être boulanger, ça peut être qui que ce soit, qui va vous dire, voilà, on va mettre en place une procédure de changement de mot de passe, vous allez cliquer là, et vous mettez votre identifiant, changez votre mot de passe, c'est bon, on est monté d'un cran. Derrière, on va récupérer ça, on va travailler à l'élévation de compte, et puis progressivement comme ça, on va pouvoir avoir des accès à ce qu'on appelle déjà une cartographie de votre système d'information, de votre réseau, de vos VPN, ainsi de suite, et la capacité à prendre un rôle de ce qu'on appelle d'administrateur ou d'un niveau suffisant pour pouvoir aller mettre en place le crypto-locker. Après, souvent, on va avoir dans les grandes entreprises, à minima, alors les plus petites, c'est beaucoup plus compliqué, mais on va mettre en place des mécanismes de sauvegarde de nos informations. Donc, je ne vais pas redire toutes les données qui ont été précisées là, mais on va retrouver un certain nombre. Et ces données-là, quelque part, on va avoir, imaginons que vous ayez la capacité à pouvoir dire mes données sont sauvegardées sur un cloud, je ne sais où, peu qu'il soit redondé. Donc, vous allez avoir un des espaces de sauvegarde qui va être crypté aussi. Et puis, peu que vous ayez créé une synchronisation entre les deux espaces de sauvegarde, vous allez juste transférer le cryptage sur l'autre espace. Ce qui veut dire que, quelque part, vous êtes dans l'incapacité à pouvoir récupérer l'ensemble de vos données. Alors, je dis ça, en février 2021, on a eu Manutan. Bon, c'est pareil, c'est une boîte ça s'est exprimé, donc on peut en parler. Donc, c'est une entreprise leader européenne, française, et leader européenne sur la mise à disposition d'équipements dans les entreprises ou les collectivités. Elle a eu une attaque. C'est 2400 personnes qui ont été mises à plus d'activité pour ces 2400 personnes le lundi. 1200 serveurs de cryptés. Ils avaient un système de stockage avec redondance et synchronisation. C'est pareil, tout a été crypté. Ça veut dire qu'ils ont mis pendant 10 jours, ils étaient dans l'incapacité même d'évoquer quand ils allaient pouvoir reprendre l'activité. Donc c'est en ça où c'est compliqué également, parce qu'il y a une communication interne à avoir vers les salariés, il y a une communication externe à gérer. Bon, ça, c'est les solutions qu'on évoquera dans un deuxième temps. Mais, et puis,
Du coup, ça a mis près de 3 mois pour qu'ils reprennent une activité à 100%. Transformation de leur SI, une refonte totale, près de 1 an et demi pour mettre en place. Tout ça pour se rendre compte, une fois qu'ils ont été accompagnés, parce que tous des moyens de faire, c'est que finalement, avec un peu de... S'ils avaient bien surveillé les éléments, il y avait des signaux faibles, 3 mois préalables, qui indiquaient finalement cette attaque. Simplement, ils avaient fait un audit, ils avaient un plan d'action prévu sur 3 ans, puis finalement, ils étaient sur la roadmap, et puis ils n'étaient pas dans l'exécutif direct. Et donc, typiquement, ils ont eu comme ça tous les éléments. Alors, il y a quand même des moyens ils ont eu la chance dans leur... alors, la chance où ils ont été pertinents à certains moments dans leur choix de produits, et ils ont eu notamment un produit qui permettait finalement de faire de la sauvegarde, mais qui était sous format, alors je vais parler un peu dans le domaine de l'électronique, ceux qui connaissent une diode, ça laisse passer dans un sens, ça ne remonte pas dans l'autre, et vous avez la capacité à pouvoir horodater, c'est-à-dire que vous n'avez pas la dernière sauvegarde du jour, vous avez quelques sauvegardes qui reviennent un peu plus tardives, mais celles-ci, vous empêchez de pouvoir écrire dessus. Donc c'est hardware, cette partie-là. Et donc ça fait que grâce à ce système-là, ils ont pu récupérer un certain nombre d'informations, ils s'en sont rendus compte, et ils ont pu remonter progressivement leur SI comme ça, après un certain temps. Voilà. Donc il y a des moyens, on en parlera un peu après, mais c'est surtout une organisation à mettre en place pour pouvoir se prémunir de ce genre d'attaque. Mais on est rarement, personne n'est à l'abri. Merci. Alors, on continue dans les messages un peu anxiogènes, mais effectivement, le message qu'il faut entendre quand même, c'est qu'il y a des solutions. Alors, ça peut être un peu technique, etc., mais dans tous les cas, il y a des solutions quand même à mettre en place. Alors, avant de passer peut-être à vous, Benjamin, on va peut-être écouter un exemple vraiment très concret d'une entreprise, pour le coup, du territoire qui aura été accompagnée. Alors Thierry Lefebvre, vous travaillez à la communauté de communes aujourd'hui de Pével-Carambeau, oui. Et vous avez accompagné un chef d'entreprise du territoire qui a été attaqué. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques phrases, quelques instants, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ensuite, Laurent Chevalier, un d'Expert SI, qui est une entreprise que je présenterai tout à l'heure, nous expliquera comment il a accompagné cette entreprise dans la résolution de cette crise. Oui, alors il s'appelle Laurent, il devait être présent ce soir, il a été retenu, il m'a demandé de le représenter, et c'était à peu près il y a de ça 1 an, je rentre en contact avec lui, j'avais des difficultés à ce qu'il réponde à mes mails, et donc je l'appelle directement, et puis il me dit, en fait, mon adresse email a été détournée, ainsi que mon site internet. Et alors j'ai sorti mon téléphone, je peux vous lire à l'époque les emails, les SMS un peu catastrophiques qu'il envoie. Mais typiquement, alors il faut juste rappeler, donc c'est Avenir Proclim, l'entreprise. Oui, c'est ça, c'est Laurent Dubon, on peut le citer effectivement. Une entreprise il avait accepté de témoigner ce soir, donc je pense que ça ne posait pas de problème pour lui. C'est une entreprise de plomberie, chauffagerie. C'est ça. Alors le profil de Laurent, 45 ans, profil ingénieur, qui a créé son entreprise il y a une quinzaine d'années dans le domaine de la plomberie, la climatisation, le chauffage, avec 2 employés, 300 000 euros de chiffre d'affaires. Il fait partie aussi d'une association très ancrée sur le territoire qui s'appelle les éco-bâtisseurs. Voilà, donc une entreprise très classique, lambda, pas forcément, pas forcément plus exposée que ça sur Internet, pas forcément... Ni plus ni moins, je dirais, qu'une autre, effectivement, typique, une entreprise de Mérigny, donc du territoire. Donc voilà le contexte, je rentre en contact, donc en relation avec lui, et son souci, donc, c'était que son site et puis son adresse email avait été détournée, et qu'il n'arrivait pas à la récupérer. Et que pour la récupérer, donc, OVH lui demandait un dépôt de plainte, et que visiblement au niveau de la gendarmerie ici de Pont-à-Marc, il ne souhaitait pas, c'était pas possible de déposer plainte. On aura l'occasion d'y revenir dans la deuxième partie. Donc, alors à l'époque, j'ai mis en relation avec la personne qui précédait l'adjudant-chef Zaman, maréchal des logis Buzine. Donc j'ai mis en relation dans un premier temps, mais cela dit, ça n'aboutissait pas non plus. Et puis, alors voilà, je voulais effectivement vous lire quelques lignes de son SMS. La fin, il dit très compliqué, je ne pourrais pas être présent à la conférence. Je ne me sors pas avec les interventions, il faut que je sauve mon entreprise et mes 2 derniers salariés, sinon dans les 2 mois, je ne suis plus là, désolé. Bon,
moi je reçois ça, enfin beaucoup d'émotions, la gestion de crise, quoi, hein, telle qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc je lui envoie les coordonnées d'Estelle Buisine, donc maréchal des logis-chefs. Visiblement ça avance toujours pas, Et il n'arrive toujours pas à récupérer effectivement son adresse email. Et il ne parvient pas non plus à déposer plainte. Donc avec Laurent Chevalier, donc d'Expert SI, on avait été déjà rentré en contact et puis on avait déjà envisagé de faire d'ailleurs un webinaire sur la cybersécurité ensemble. J'appelle Laurent, il me dit je peux regarder effectivement ce qui se passe. Voilà. Et donc c'est là où Laurent est intervenu effectivement Voilà. en relation directement avec Laurent. Et donc, Laurent, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé, comment vous avez pu accompagner cette entreprise dans cette crise-là? Alors, oui, effectivement. Je vais d'abord commencer par me présenter. Donc, Laurent Chevalier, moi, j'ai été responsable informatique, directeur des systèmes d'information pendant plus de 20 ans pour plusieurs entreprises dans la région. Et j'ai créé il y a quelques années ma société qui s'appelle Expert SI. Pour venir en aide justement aux TPE et PME. J'ai basé cette société sur le principe de la DSI à temps partagé, donc directeur des systèmes d'information à temps partagé. Alors pourquoi? Parce que les PME ne peuvent pas toujours avoir une personne à demeure, à plein temps, et ce qu'ils en ont besoin, pas forcément. Donc j'interviens aujourd'hui dans les sociétés sous ce principe-là. Je travaille aussi sur des gros projets informatiques, genre ERP et sur la sécurité informatique. Voilà. Donc je m'adresse aux TPE et aux PME. Donc pour revenir à venir Proclim, oui, Laurent Guibon était en panique. Je pense comme tout patron de société, que ce soit une TPE ou une PME, à ce moment-là, on ne s'y attend pas, enfin ils ne s'y attendent pas et on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc c'est vrai que la première chose à faire quand même, c'est le dépôt de plainte parce que vous en avez besoin pour les assurances, pour récupérer des mots de passe divers et variés. Dans son cas, il s'est fait pirater son mot de passe de messagerie. Et le mot de passe de messagerie est quand même très important parce qu'avec ça, en général, vous pouvez réinitialiser plein de choses. Pensez à votre cas personnel, vous avez une messagerie qui est personnelle, votre compte Amazon, votre compte sur Fnac, tout ça, en général, vous pouvez aller mettre votre adresse mail, j'ai oublié mon mot de passe, et vous recevez un lien dans la messagerie. Donc ce mot de passe de messagerie est très important, donc c'est comme ça qu'aussi il a perdu son accès sur OVH. Alors voilà, dites-nous un peu qu'est-ce qui lui est arrivé, à quoi il n'avait plus accès, justement, la première étape, ça a été de réussir à comprendre quel était l'impact, parce que ça pouvait être aussi la banque, ça pouvait être d'autres sites internet. Donc la première chose, ça a été de faire un horizon complet et de revoir l'ensemble des mots de passe, des configurations. Que ça soit pour des accès Internet, que pour des équipements réseau aussi, parce que tout équipement réseau a des identifiants mots de passe et c'est important aussi de les sécuriser. Donc là, dans son cas, c'est resté cantonné à la messagerie et à l'accès Internet. Mais par contre, il a fallu faire un balayage complet. Voilà. Donc la deuxième étape, ça a été de sécuriser plus l'informatique de cette TPE. Parce que oui, une société de services informatiques venait pour changer les ordinateurs, tout ça. Mais par contre, le niveau de sécurité informatique était vraiment très très bas. Donc on a sécurisé tout ça. Et on a mis en place aussi une question de sauvegarde, parce qu'on le verra peut-être plus tard, mais la sauvegarde, c'est important de l'avoir, même si on peut penser que c'est ancien. Ce n'est pas une synchronisation qui va faire une sauvegarde de votre informatique. Parce que si d'un côté c'est supprimé, de l'autre côté c'est supprimé, si c'est crypté d'un côté, c'est crypté de l'autre côté. Donc la sauvegarde, c'est quelque chose qui est ancien, mais qui sauve des vies et des entreprises. Ok, très bien, merci beaucoup, c'était très clair. Effectivement, la question de la sauvegarde, on y reviendra sur la deuxième partie de la table ronde. Alors Benjamin, voilà, merci. Benjamin Leroux, donc vous êtes directeur marketing et RSSI de Advance. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement d'Advance? Et puis ensuite, un peu nous expliquer ce que vous faites, parce que alors pour le coup, vous êtes plutôt sur l'accompagnement de clients qui ont pu être cyberattaqués, mais sur plutôt des entreprises d'une taille plus importante. Alors voilà, peut-être les quelques
quelques exemples d'attaques et puis de comment ça se passe quand on doit intervenir sur ce genre de situation. Effectivement, donc moi je représente la société Advance. On est une société spécialisée dans la cybersécurité, c'est notre seul métier. Il y a beaucoup d'activités différentes dans la cybersécurité. On a des choses extrêmement techniques, parfois on a des équipes qui simulent des attaques, qui font ce qu'on appelle des tests d'intrusion, où ils ont les mêmes compétences que les pirates, mais ils sont gentils, ils respectent la loi, ils s'arrêtent juste avant de faire mal, mais ils démontrent les faiblesses. On a également des consultants qui vont aider, qui vont sensibiliser, qui vont accompagner. On a également des architectes qui vont mettre en place des solutions de sécurité, etc., etc. Donc on est 300 personnes, ce qui représente quand même déjà une certaine taille. C'est une société qui est née dans le Nord. Le siège est à Lille. Et on est maintenant présent dans plusieurs villes de France, à Lyon, à Bordeaux, à Paris, Nantes, etc., etc. Donc on couvre tout le territoire pour accompagner effectivement des clients donc, issus de la sphère privée ou de la sphère publique dans leur démarche de sécurité. L'objectif est toujours de faire de la prévention, évidemment. Ça va mieux de faire de la sécurité en temps de paix qu'en temps de guerre. Malheureusement, régulièrement, on intervient quand l'attaque est en cours ou quand l'attaque a eu lieu. Pour donner quelques exemples, donc on travaille vraiment avec un vaste panel de clients. On travaille avec des très très grosses entreprises comme des plus petites structures. On accompagne beaucoup de centres hospitaliers, beaucoup de mairies, des départements, des régions. On travaille aussi avec des startups, on travaille avec des grands groupes du CAC 40, donc on a plusieurs centaines de clients, de façon, encore une fois, assez variée, soit dans la prévention, soit dans la réaction. Vous avez peut-être entendu parler du centre hospitalier d'Arles. Alors c'est un petit peu loin de chez nous, mais c'est un hôpital qui a été victime d'une attaque à la fin de l'été. C'est une structure qu'on a accompagnée. De la même manière, dans le contexte de la sphère publique, on avait aidé le conseil départemental de la Vienne, qui avait été victime également d'une attaque. Donc encore une fois, un rançongiciel, ces fameux types de virus qui vont venir verrouiller tous les fichiers, tous les ordinateurs en échange du paiement d'une rançon. Donc ça a également impacté ces acteurs, collectivités locales. Et malheureusement, évidemment, on a également ça dans la sphère privée. Les entreprises, quelle que soit leur taille aussi, sont toujours victimes de ces menaces. Donc on a vraiment une menace qui est très intense. Alors effectivement, c'est bien d'en prendre conscience. L'intervention de Damien d'avant montre la réalité. Les pirates, les données, le fameux dark web, c'est une réalité. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions, il y a des mesures de sécurité. Il ne faut pas sortir d'ici en se disant je coupe tout et je me déconnecte du monde. On a besoin du numérique, on a besoin d'Internet. Oui, parce qu'après, c'est ça le risque, quoi. C'est de se dire il y a tellement de risques que peut-être finalement, il vaut mieux que je me passe d'Internet. Exactement. Donc on l'a vu avec le Covid et le télétravail, se passer d'Internet, c'est un petit peu dur, que ce soit pour bosser à distance, faire des courses ou occuper les enfants avec Netflix pendant qu'on essaie de faire des conf calls. On en a besoin, on est bien content quand ça marche. Le tout, c'est justement d'être conscient des risques et de mettre en place les mesures adaptées. Encore une fois, un point important, c'est la proportionnalité. Il y a des gros risques, il y a des grosses solutions, il y a des risques plus petits, des plus petites solutions. Il y a des grosses entreprises avec des moyens, des petites entreprises avec des moyens plus modestes. Donc le tout, c'est toujours de mettre en place des mesures de sécurité, et il en existe même des gratuites qui vont être raisonnables par rapport aux enjeux et aux périmètres à protéger. Alors peut-être très concrètement sur l'accompagnement d'un cas concret, je ne sais pas si vous pouvez tout dévoiler évidemment, mais voilà, peut-être comment ça se passe. Alors je ne sais pas, par exemple, vous parliez de cas de centre hospitalier. Voilà. Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Très concrètement, comment ça se passe? Donc souvent, le point de départ, c'est un peu ce qui a été dit précédemment. C'est une organisation, publique ou privée, qui se rend compte qu'il y a des ordinateurs qui ne marchent plus. C'est bloqué, il y a les fichiers, c'est plus un fichier .pdf, .doc, .jpeg, tout ce qu'on veut. C'est des fichiers avec un drôle de nom, c'est .crypt, quelque chose, et on se rend compte que tous les fichiers sont bien là, on les voit sur le bureau, mais on ne peut pas les ouvrir. Ils ont été bloqués. Donc souvent, c'est d'abord en entreprise. C'est un collègue qui dit « Tiens, ça marche toi, tu as du Wi-Fi, ton ordinateur il marche » et puis de fil en aiguille, on appelle l'informatique ou le collègue d'à côté et puis à un moment donné, l'informatique se rend compte que tout est bloqué. Souvent, donc, il y a quand même quelques heures qui vont se passer et là, on a deux cas de figure. Soit l'entreprise, elle a souscrit à un service de type, comme ce qu'on propose, une espèce d'assistance en cas d'urgence, ou alors elle ne l'a pas et elle va la trouver. Mais dans tous les cas, il va falloir se faire accompagner par des spécialistes. Et c'est à ce moment-là qu'on intervient. C'est en gros quelqu'un qui nous appelle en disant tout est chiffré, tout est crypté, tout est bloqué, et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on intervient, on a une force d'intervention rapide, qui sont des espèces de cyberpompiers, qui vont très souvent se déplacer. On pourrait intervenir à distance, mais en cas de crise, il y a du stress, c'est bien d'avoir du face-à-face, c'est bien d'avoir de l'humain.
parce qu'en plus on va passer du temps, le week-end souvent il est foutu, hein. Et l'objectif, ça va être déjà de stopper l'hémorragie au plus vite. Ça va être de se dire, est-ce que le virus il est encore en train de se propager? Est-ce qu'il y a peut-être des petits morceaux du réseau qu'on peut sauver? Et quand je parle de réseau, ça peut être quelques ordinateurs ou quelques milliers. Le principe est toujours le même, c'est de se dire, si le virus il est encore là, on va couper, on va éteindre des ordinateurs, on va déconnecter du réseau. Donc déjà, le premier point qui peut être difficile à décider, c'est de couper le réseau. On est intervenu, nous, pour des entreprises, on parle du Black Friday, une entreprise qui fait de la vente en ligne, si elle a un virus jeudi, la veille du vendredi, qui est-ce qui va oser décider de couper le câble? Donc déjà, c'est une décision qui nécessite la bonne personne dans l'organisation, mais souvent, quand on se rend compte que rien ne va et que les données sont bloquées, elle est vite prise, la décision. Donc déjà, première étape, c'est stopper l'hémorragie et contenir l'attaque. Ensuite, il va falloir comprendre quel type d'attaque, parce que malheureusement, des virus, c'est un peu comme les variants du Covid, il y en a beaucoup. Ça bouge, on ne sait pas bien, il y a des petites évolutions. Et les virus, ils ont bien compris qu'on essaie de les identifier. Donc les créateurs de virus, ils font des virus qui bougent tout seuls, qui sont polymorphes, qui vont se réinventer, qui vont changer. Donc une fois qu'on a compris un petit peu ce qui se passe, on va pouvoir vraiment bloquer, être sûr que l'infection s'est arrêtée. Donc on va couper des morceaux, on va éteindre des ordinateurs. Donc ça va prendre quelques jours, souvent. On est sur quelques jours, voire quelques semaines. Mais ce sont des journées où on ne dort pas beaucoup, parce qu'il y a une course contre la montre, hein. En parallèle de ces investigations techniques, il faut gérer la communication, en interne comme en externe. Il va falloir dire aux collaborateurs, n'allume pas l'ordinateur, ne te connecte pas à la messagerie, etc. etc. Et puis gérer aussi, qu'est-ce qu'on fait, hein? Les gens ils rentrent chez eux, c'est le chômage technique, puis il faut rendre le service aussi aux clients, aux administrés, aux usagers. Donc on communique en interne comme en externe. Et c'est difficile aussi parfois d'accepter de communiquer en externe. Une entreprise ou une structure publique, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle dit il y a une panne informatique? Est-ce qu'elle ne communique pas? Est-ce qu'elle est transparente? Donc c'est aussi des décisions compliquées qu'il faut accompagner, parce que ça va très vite. Ce matin, j'ai animé une conférence avec le maire adjoint de la ville d'Annecy. Je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux, on parlait tous ensemble à 11h, on se connecte à 11h05, il me dit je suis en train de vivre une attaque de ransomware. Et pendant qu'on en parlait, à 11h30, il y avait déjà des articles de sites d'actualité qui communiquaient déjà à leur place parce qu'ils avaient eu l'info qu'il y avait une attaque. Donc il faut gérer la communication. Donc il y a des premières heures, premières journées très intenses. Et puis après, et c'est parfois des choses qu'on a tendance à négliger, c'est qu'il y a toute une étape de reconstruction. Parce que l'objectif, c'est de nettoyer et de refaire des fondations saines et de remettre en place un réseau et une informatique saine. Et ça, c'est des choses qui vont prendre des semaines, voire des mois, parce qu'on va faire des choses plus costauds, avec des murs plus gros, avec des caméras, des éléments de surveillance. Et ça peut mener à plusieurs mois. Merci beaucoup. Alors merci à tous les quatre. On a pu assister donc là à avoir des témoignages très concrets de à quoi ça ressemble. Et là on va essayer dans la deuxième partie de cette table ronde d'aborder un peu quelles solutions en amont ou pendant la crise pour gérer tout ça. Merci beaucoup messieurs. Alors oui, merci beaucoup. Je vais demander pour poursuivre nos échanges. Alors Madame Sophie Zaman de nous rejoindre. Alors, que je ne dise pas de bêtises. Madame Sophie Zaman, vous êtes adjudante-chef de la cellule renseignement du groupe de gendarmerie départementale du Nord à Villeneuve-d'Ascq et vous êtes référente sécurité économique et protection des entreprises. Je vous en prie. Monsieur Jérôme Touillon, vous êtes associé au cabinet Agio et agent général AXA. Vous êtes également ambassadeur pour AXA Prévention en cyber-risque et référent en cybersécurité pour les Hauts-de-France. Laurent Chevalier, si vous pouvez juste revenir, voilà, vous étiez parti pas très loin, pour nous expliquer un peu ce que vous mettez en place pour les TPE-PME. Et puis, alors, j'ai Anne-Laure Collat et Mehdi Chourib, qui sont du réseau des Greta, qui vont venir nous parler sur plutôt la partie formation. Et là, pour le coup, je vais vous ramener une chaise, puisqu'on est un de plus. Voilà. Je ne peux pas vous laisser debout quand même. Merci beaucoup. Alors Sophie, on va commencer par vous si vous le voulez bien. On a vu tout à l'heure dans le cas de l'entreprise d'Avenir Proclim que l'une des premières choses à faire quand on a fait l'objet d'une attaque, c'est de venir voir la gendarmerie nationale. Donc la gendarmerie nationale, d'abord, il faut que vous nous expliquiez quel est son rôle en matière de cybersécurité.
Alors, de façon générale, vous êtes spécialisé en matière de sécurité économique. Donc, d'abord, peut-être nous expliquer un peu ce que c'est que la sécurité économique et puis un peu le rôle de la gendarmerie sur ce domaine. Oui, merci pour votre invitation. Donc, la gendarmerie, depuis 2005, forme des référents sécurité économique et protection des entreprises, appelés référents SECOP. Donc, elle intervient en amont en proposant donc, des diagnostics sécurité économique et protection des entreprises, donc auprès de petites et moyennes entreprises en plein essor. Donc, ce diagnostic se présente sous forme d'un questionnaire et sous 9 thématiques qui évoquent en fait les atteintes principales, comme l'atteinte au savoir-faire, les atteintes aux risques informatiques. C'est un acte gratuit et notre intervention, donc nous intervenons avec un gendarme de la brigade locale qui peut servir d'intermédiaire avec le chef d'entreprise. Et cela permet donc de mettre en exergue les points forts et les points faibles, les vulnérabilités de l'entreprise, et de mieux adapter ainsi de mieux adapter en fait de proposer des préconisations. Cela permet d'accompagner le chef d'entreprise, de lui apporter des conseils. Alors, c'est assez sécurisant. Enfin, en tout cas, c'est intéressant de savoir que les gendarmes peuvent venir au sein des entreprises pour faire des diagnostics. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment ça se passe ? Qui est-ce qu'on contacte pour pouvoir mettre en place un diagnostic de ce type-là ? Et puis, avec ce diagnostic, qu'est-ce que ça nous permet de savoir en tant que chef d'entreprise en termes de cybersécurité ? Oui. Notre rôle est de sensibiliser donc, les entreprises, d'évoquer avec elles donc, les menaces auxquelles les entreprises peuvent être exposées, d'effectuer aussi de les sensibiliser. Et donc, on met en avant également donc en fait, il existe plusieurs types de risques. Elles peuvent encourir donc, un risque économique, donc, un risque aussi par rapport à l'image, et un risque aussi au niveau juridique. Très bien. Et alors, qu'est-ce que vous pourriez, si vous aviez quelques conseils à donner aux chefs d'entreprise, quelles sont un peu les actions que vous conseilleriez de mettre en place ? Pour les chefs d'entreprise, il est important de sensibiliser leurs collaborateurs, donc c'est-à-dire sensibiliser les collaborateurs à la protection lors de leurs déplacements dans les lieux publics, comme dans les gares, dans les aéroports ou dans les hôtels, comme l'évoquait tout à l'heure Damien Bancal, et de veiller également en fait, à la protection de leurs équipements mobiles. Donc pour cela, ils peuvent s'aider en fait, du guide de voyageurs proposé par l'ANSSI. Et ensuite, il est important également de recenser en fait, les informations sensibles pour éviter aux collaborateurs également de les diffuser sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, il est aussi important, lorsque les chefs d'entreprise reçoivent des délégations étrangères, de veiller, de prendre des précautions particulières. Par exemple, ne pas laisser un ordinateur relié au réseau dans la salle de réunion, auquel cas un concurrent pourrait s'en utiliser à mauvais escient. Il est également important aussi de vérifier régulièrement l'image de l'entreprise par rapport à la e-réputation. Par ailleurs, il est aussi important de renforcer il est important en fait, de fixer des règles d'utilisation de votre système d'information en établissant une charte informatique pour préciser en fait, les règles et devoirs des personnels, et de préciser également les sanctions encourues en cas de non-respect de ces règles, d'établir aussi des clauses de confidentialité par rapport au personnel, aux prestataires et également au personnel temporaire, tout comme les stagiaires. Et ensuite, il est important de renforcer la sécurité du système d'information. Donc, pour cela, vous pouvez faire appel à votre responsable informatique et de recenser en fait tout le matériel de votre entreprise, y compris les terminaux mobiles, d'effectuer des sauvegardes régulières et de s'assurer de leur récupération.
et également en fait de vérifier en fait d'établir des procédures de récupération de votre système d'information en cas de sinistre, comme en cas d'incendie, d'inondation, et éventuellement de souscrire une assurance pour en cas de perte de votre système, en cas de votre perte de votre système d'information. Donc oui, c'était établir des procédures de récupération, de reprise d'activité. Eh ben, ça fait une super transition. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Ça Je fait vous en une prie. très bonne transition pour Jérôme. Alors Jérôme, donc là, vous êtes là pour nous parler un peu du rôle de l'assurance face à cette problématique de la cybersécurité. Alors qu'est-ce qu'on appelle, enfin à quel service ou à quoi correspond l'assurance, la matière d'assurance en matière de cybersécurité? Alors je vais me présenter en Oui, 2 bien secondes. sûr. Moi, j'interviens en titre plusieurs points. Je suis chef d'entreprise. Je suis référent aussi auprès de la CCI, du Conseil général, sur les sujets de cybersécurité. Et je suis aussi chef d'entreprise local parce que établi sur un cabinet à Cizouin. Voilà. Donc, concerné sur tous ces sujets à tous les niveaux. Pour revenir sur l'assurance, en préambule, en fait, il y a 2 notions qu'il ne faut pas oublier pour remettre l'assurance au milieu de tout ça. C'est que déjà, la cybercriminalité, rien ne peut l'arrêter. Aujourd'hui, ce que dit tout à l'heure Damien, c'est comme un peu une catastrophe naturelle. Vous pouvez vous barricader de partout, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, etc. S'il y a une catastrophe naturelle, ça passera. Voilà. Donc après, c'est tous les moyens effectivement qu'on peut mettre en place pour avoir de la précaution, pour avoir des systèmes de sécurité, etc. Mais, encore une fois, rien n'est inviolable en termes de sécurité. Deuxième chose qui est compliquée, c'est qu'on est face à quelque chose qui n'a pas de frontières. Ça, c'est un vrai sujet, nous, en termes d'assurance, ou aussi, souvent on est en contact avec la gendarmerie sur ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui, le pirate, il peut être établi en Turquie, en Inde, etc., et que vous allez porter plainte, mais la difficulté, c'est que le pirate, lui, il est très très loin. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi en termes d'assurabilité. C'est la complexité aussi du cambrioleur. Quand on a un cambrioleur, en général, qu'on fait cambrioler à Mérigny, en général, il n'est pas très très loin. Il ne vient pas de Turquie ou d'Inde ou d'Israël. Voilà. Donc c'est forcément quelqu'un qui est globalement local. Troisième point important, c'est qu'il y a des accélérateurs. Le dernier en date, le Covid, alors on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'effectivement ça a créé des pratiques de télétravail. Quand quelqu'un dit le jeudi soir, tout le monde en télétravail, alors la grosse boîte, globalement, elle a des ordinateurs portables, elle sait le faire, elle a de la sécurité, etc. Mais la petite PME donne des ordi portables, elle récupère des ordi portables, elle va acheter des ordi portables chez Boulanger ou autre, et puis elle les donne à ses collaborateurs pour pouvoir continuer à travailler. Mais là, la sécurité, elle est totalement oubliée. Donc forcément, le pirate, lui, c'est un terreau hyper favorable, en fait, pour accélérer tout ce qui est cybercriminalité. Après, au niveau micro, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, je voudrais revenir sur 2 choses. Il y a le crime, entre guillemets, qui a un impact sur le chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'en gros, il voit tout de suite que son ordi est bloqué. Donc là, ça l'impacte. Il voit qu'on lui demande une rançon, ça l'impacte. Et il y a tout ce qui n'est pas impactant. Et ça, aujourd'hui, c'est notre sujet aussi en assurabilité. Il y a une loi qui s'appelle RGPD qui est arrivée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise est responsable forcément de ce qui est impactant, mais aussi de ce qui est non impactant. Alors je m'explique très clairement, c'est par exemple, il se fait voler de la donnée, lui il ne le sait même pas, il se passe 10 jours, 15 jours, 100 jours, et puis un jour il y a quelqu'un qui vient se plaindre à lui, qui lui fait un courrier d'avocat en disant, ce que disait Damien, j'ai repéré, vous êtes un hôtel, j'ai repéré que on a piqué ma pièce d'identité chez vous, vous êtes hôtel, vous êtes plombier chauffagiste, vous êtes ce que vous voulez, vous êtes assureur, et on vous dit ça vient de chez vous. Et là vous dites, attendez, moi j'ai rien fait, je ne savais même pas, qu'est-ce qui se passe? Là, la première chose à faire, c'est que normalement, vous devez avertir tous les autres clients, donc quand vous avez un fichier client, etc., que vous avez été piraté. Et ça, déjà, c'est un premier coup aussi. Tout ça, on l'oublie, mais c'est du non-impactant sur le moment. Et tout ça, c'est complexe. Voilà. Donc, parce que je n'ai pas l'impression de devoir payer quelque chose, je n'ai pas l'impression d'avoir été piraté, etc. Dernier point sur le niveau de l'entreprise, il y a aussi, quand vous faites pirater, et nous on est face à ça tous les jours, c'est un sentiment un peu de honte. C'est punaise, j'ai pas bien protégé mes clients, j'ai pas bien protégé, etc. Et donc il y a une difficulté toujours,
on nous appelle en général, alors soit on appelle, en général, on est le deuxième à être appelé. D'abord, il appelle en général sa boîte informatique, et après, il nous appelle nous, et nous, on lui dit, allez porter plainte. Et souvent, il dit, Jérôme, t'es sûr vraiment que je dois aller porter plainte? Je suis pas, on va pouvoir peut-être se débrouiller, etc. Et nous, le conseil, effectivement, qu'on porte à chaque fois, c'est aller porter plainte. Ça ne sert à rien, sans dépôt de plainte, de faire jouer les assurances, de faire jouer, etc. Il y a trop d'impact. Après, il y a une vraie difficulté, et à l'intérieur, il y avait une question sur la banque. Moi, j'ai aussi une activité bancaire. Effectivement, dans l'arnaque à la carte bleue qui est classique, mais un chef d'entreprise a aussi une carte bleue. C'est que globalement, des fois, par exemple, je me fais violer ma carte bleue. En gros, on fait un paiement que je n'avais pas accepté, mais encore, le truc n'est pas encore constaté sur le compte. Je m'en rends compte, moi, parce que je reçois un SMS, etc. Mais en gros, je ne peux pas aller porter plainte parce que l'acte n'est pas encore sur mon compte. Donc souvent, je me recalé par soit la police, soit la gendarmerie, en disant, attendez, monsieur, vous n'êtes toujours pas constaté. Pourquoi vous voulez porter plainte puisque ce n'est pas encore constaté? Ouais, mais si ça tarde, je vais... Donc en fait, des fois, on se retrouve dans un sac de nœuds qui n'est pas si simple que ça. Donc voilà, dans le contexte global de ce que l'impact économique que peut avoir une attaque. Et après, et ça, il faut le savoir, c'est ce que disait Damien aussi, ce qui est estimé, alors ça reste des estimations aujourd'hui, et ça, c'est des chiffres qui datent de 2018, donc je pense que ça a été encore accéléré, c'est que 79% des entreprises ont été piratées. Que ça soit visible ou non visible. Parce que quand on vous prend de la donnée, vous ne le voyez pas. Par contre, ça, c'est exploité, ça peut vous revenir en ricochet. Alors avec des grades, ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a des grades plus ou moins élevés. Alors ça va de juste une petite info qu'on demande à du cyberespionnage, ou voire encore un peu plus grave. Voilà. Très bien. Alors du coup, concrètement, moi je suis chef d'entreprise, je me dis, j'ai effectivement essayé de mettre en place un certain nombre de choses en termes d'hygiène numérique, de sauvegarde, etc., tel qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, si je me dis, est-ce que le levier de l'assurance peut me permettre, alors évidemment pas forcément de me protéger, mais en tout cas de prévoir une solution si jamais l'attaque arrive. Alors du coup, concrètement, comment ça se passe? Quelles sont les garanties proposées? Comment je mets en place un contrat de ce type-là? Alors, déjà, la première chose, c'est que, je vais revenir à la base de l'assurance, un assureur, c'est un payeur. Moi, je ne suis pas informaticien, je ne suis pas juriste, je ne suis pas gendarme. On est payeur. Donc aujourd'hui, un contrat d'assurance sert à payer quelque chose qui s'est constaté. Donc la première chose, et nous on vient toujours là-dessus, et moi je suis très attaché à ça en termes d'assurance, c'est qu'il y a beaucoup trop de choses aujourd'hui qui sont assurées où ça ne sert à rien, je le dis clairement. Autant la cyber, c'est un vrai risque aujourd'hui, et c'est tout le drame. C'est que tous les chefs d'entreprise, y compris moi, si vous n'avez pas de contrat cyber labellisé cyber, c'est que vous n'êtes pas garanti contre ce risque. Il y a de grosses confusions aujourd'hui. On a eu un cas, et en plus c'était en partie assuré chez AXA. Un bâtiment OVH a brûlé l'année dernière près de Strasbourg. Des gens nous ont appelé en disant en gros, moi j'ai plus mon site internet, c'est un risque cyber. C'est pas un risque cyber, c'est un incendie qui a des conséquences sur des sites internet, et c'est pas un risque cyber. Un risque cyber, c'est bien un risque attaque. Maintenant, ce qu'on voit, et aussi le contrat d'assurance sert aussi à ça, c'est que le cyber risque est multicanal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et notamment, et ça j'alerte les petites PME, les toutes petites PME, c'est que ça peut commencer par un mail, ça peut être un SMS, ça peut être poursuivi par un coup de téléphone. Donc aujourd'hui, ce n'est pas que de la cyberattaque purement Internet. Et ça, plus on avance, plus on voit des gens très organisés sur ces cyberattaques. Donc pour revenir sur votre question, comment on place une assurance? Déjà, la première chose, c'est de faire un audit. Commencer par la gendarmerie, commencer par une boîte informatique. C'est de vérifier déjà que le système informatique est sûr. On ne peut pas coller un contrat d'assurance sur un système où il n'y a pas d'antivirus, ça ne sert à rien. N'allez pas souscrire un contrat d'assurance si vous n'avez pas déjà eu cette... Alors on peut parler d'hygiène, etc. Maintenant, c'est aussi de l'organisation, ce que je dis aujourd'hui. La prévention et l'organisation sont aussi essentielles, et je suis chef d'entreprise aussi. C'est dans la vie très concrète, c'est ultra compliqué. On en parlait tout à l'heure avec les personnes du Greta, c'est que là, on peut former les gens, on peut leur dire, etc., mais il faut que le chef aussi d'entreprise soit exemplaire, parce que souvent il dit à ses collaborateurs, tiens, change bien ton mot de passe tous les 2 mois, etc. Et puis le chef d'entreprise, il dit, pour moi c'est compliqué, je vais pas le faire, c'est trop long, j'ai trop de chez... Voilà. Mais c'est une vraie hygiène, c'est une vraie organisation, c'est de la vraie technicité. Et sans tout ça, le contrat d'assurance sert à rien.
Après, derrière, un contrat d'assurance, en fait, en fonction de votre taille, en fonction de votre activité, il va être plus ou moins complexe à mettre en place. Donc là, ça demande effectivement un audit. Et tant que vous n'avez pas fait cet audit-là, d'ailleurs, je le dis aussi, ne souscrivez pas de contrat cyber, c'est trop technique par Internet, puisque ça demande une technicité d'analyse. Souvent, d'ailleurs, nous, on appelle l'informaticien, on appelle, etc., parce que ça demande des données techniques et on ne sait pas en faisant 3 clics, quand je ne suis pas expert, que je vais souscrire mon contrat cyber. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Après, pour être très concret, on en a parlé tout à l'heure, qu'est-ce que ça va payer ? Ça va payer la perte d'exploitation. Alors, je vais vous donner des cas qu'on a eu. C'est plateforme téléphonique près d'Amiens, énorme, qui travaille pour plein de grands groupes, qui est piraté. Eux, plus de système informatique, donc plus de téléphonie, etc. 300 collaborateurs sur la plateforme. Ils ne peuvent plus appeler, ils ne peuvent plus fournir de service. Double pénalité. Ils travaillent avec des grands groupes qui, par heure, s'ils ne répondent pas au téléphone, ont des amendes qui sont exponentielles. Donc ça veut dire que non seulement ils ne peuvent pas bosser, et en plus, ils se prennent des amendes de leurs clients s'ils ne peuvent pas répondre. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? Ça s'appelle une perte d'exploitation. On vient payer cette perte d'exploitation. En gros, je n'ai pas pu bosser, j'ai des trucs. Donc voilà, à quoi sert le contrat d'assurance ? Le débat, après ça peut être l'amende, le coût RGPD, ça peut être l'assistance. Donc nous, on va venir payer aussi les différentes, alors petites ou grosses. Nous, on laisse le choix, soit on a des partenaires quand le client n'a pas de boîte informatique, on a des partenaires pour envoyer justement pour savoir qu'est-ce que je fais, c'est de l'assistance basique. Et puis après, c'est la reconstruction du système informatique. Donc c'est pareil, on renvoie et on paye ces prestations-là. Dernier point, et c'est un débat qu'on avait tout le temps, alors avec votre prédécesseur, avec le lieutenant-colonel, où on disait qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je dois conseiller ou pas quand j'ai une rançon ? Est-ce que l'assurance doit le payer ou pas ? Très clairement, c'est interdit en France. Par contre, on a des partenaires anglo-saxons qui, eux, dans leur contrat, pendant très longtemps, permettaient de payer la rançon. Sauf qu'il y a un sujet à la fois moral, et il y a un deuxième cas qui est très concret, c'est que globalement, c'est parce que vous payez la rançon que vous allez récupérer vos données. Donc ça, c'est vraiment la chose. Donc nous, côté AXA, clairement, on ne paye jamais la rançon. Par contre, on va payer tous les risques qui vont derrière. Donc ça, c'est aussi un sujet débat. Mais après, il y a une multitude de garanties. Mais ça, après, je ne vais pas toutes les faire ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Bon, très bien. Donc, on a bien compris que du coup, on commence par un diagnostic et ensuite, on vient vous voir effectivement pour couvrir éventuellement les conséquences d'une attaque. Très concrètement, une fois qu'on a fait un diagnostic, on voit un peu, en tout cas, qu'on commence à avoir identifié les problématiques qu'on peut avoir. Laurent, qu'est-ce qu'on met en place quand on est une TPE, PME pour se protéger ? Est-ce que vous pouvez revenir un peu rapidement sur ce que vous avez parlé tout à l'heure, le concept de DSI partagé ? Oui, la première chose, c'est d'anticiper. Donc, comme on le dit depuis tout à l'heure, la menace, elle est là. Donc, elle va arriver, elle est même présente. Donc, il faut anticiper. Donc, il faut avoir la pleine connaissance de votre informatique, l'avoir sécurisé, parce que le contrat d'assurance ne sera possible que uniquement si vous avez au préalable déjà sécurisé votre système d'information. Donc on a parlé aussi de l'ANSSI, l'Agence nationale des systèmes d'information. Il y a un document qui est sorti très récemment là, sur la sécurisation des TPE et PME, donc les bonnes pratiques en 12 points. Donc moi ce que je fais effectivement chez les PME et TPE, c'est que la première chose, on se conforme déjà aux préconisations de l'ANSSI. Voilà, ça, c'est la toute première chose. Ensuite, c'est d'avoir une connaissance complète du système d'information, donc c'est-à-dire les ordinateurs, tous les équipements, tous les matériels divers et variés qui sont connectés au réseau. On les sécurise aussi. Donc, vous voyez bien que le préalable, c'est de connaître tout ce qui est connecté pour pouvoir sécuriser chacun des équipements. Et aussi, c'est de se préparer au pire, quelque part, parce que lorsqu'il y a un problème qui arrive, c'est panique à bord, évidemment, c'est normal, c'est grosse crainte, en combien de temps je vais pouvoir redémarrer le système d'information, là, c'est compliqué à dire, ça. Tout à l'heure, on a entendu quelques semaines, quelques mois, en fonction de l'entreprise, ça sera de quelques jours à quelques semaines à quelques mois. C'est souvent quelques semaines au minimum, voilà. Mais en fonction de votre état de préparation, ça sera
plutôt quelques jours ou quelques mois. Voilà, ça, c'est vraiment difficile à quantifier. Très récemment, moi, j'ai une société, alors je ne peux pas la citer, qui a eu une attaque à la fin juillet. En 3 jours, ça a été possible de redémarrer en partie son activité. Et totalement son activité en 1 semaine à 10 jours. Voilà. Maintenant, il y avait de la préparation. On était certain de tout ce qui était sauvegarde. On était certain de pouvoir revenir dans un état standard. Maintenant, quand on est attaqué, c'est pas simplement remettre en place le système d'information. C'est-à-dire, si je prends le cas d'un serveur, c'est pas juste de dire on remet le serveur dans l'état qu'il était avant l'attaque. Non, c'est on remet dans cet état, mais on le sécurise avant de pouvoir utiliser. Parce qu'autrement, à tout moment, une nouvelle attaque peut avoir lieu. Voilà. Donc, c'est de l'anticipation, donc de l'anticipation aussi au niveau des utilisateurs, parce que les salariés, s'ils ne savent pas comment réagir à un mail, comment réagir à un document suspect, qu'est-ce qu'ils doivent faire quand on va sur certains sites, c'est par là qu'une grande partie des attaques passe, c'est par l'utilisateur, hein, c'est clair et net. Voilà. Et pour terminer, là aujourd'hui on parle beaucoup de cyberattaques, donc d'attaques qui viennent de l'extérieur. N'oubliez pas aussi qu'il y a des attaques qui viennent de l'intérieur de l'entreprise. Voilà. Ça a toujours existé, ça existe toujours. Un exemple simple, Edward Snowden, les Panama Papers, c'est pas une personne qui a attaqué de l'extérieur, c'était une personne de la CIA, de l'intérieur, qui a attaqué la CIA. Voilà. Donc ça c'est un exemple connu. Mais pensez aussi à l'intérieur. Alors, on n'est plus dans le contexte de la cyberattaque, mais il faut aussi penser que la menace peut être aussi à l'intérieur de l'entreprise. Merci beaucoup. Vous m'avez fait la transition aussi toute trouvée pour la suite. Alors effectivement, on a parlé beaucoup de matériel. Alors on a parlé de diagnostic de l'entreprise, on a parlé de l'assurance de l'entreprise, de quelques méthodes et de quelques démarches pour sécuriser le matériel, mais effectivement, ce qui est au cœur aussi, et ce qui fait la particularité de la cybersécurité, c'est que ça nous concerne tous, et que ça concerne notamment les collaborateurs, le chef d'entreprise, mais également les salariés, l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et ça veut dire qu'au-delà des investissements ou des prestataires ou des contrats d'assurance qu'on pourrait souscrire, il faut aussi intervenir pour former, accompagner ces salariés, ces collaborateurs sur cette question-là de la cybersécurité. Alors, Anne-Laure Collat et Mehdi Chourib, si je ne dis pas de bêtises, excusez-moi, le réseau des Greta, comment vous intervenez sur cette partie-là, sur la formation des personnes, des personnels, voilà, comment vous venez compléter la palette un peu des solutions qu'on a là présentées sur cette partie-là? Oui, donc le réseau des Greta, c'est 7 Greta donc répartis sur l'ensemble des Hauts-de-France. Donc effectivement, notre ambition, c'est vraiment d'acculturer, de faire de la prévention, notamment auprès des TPE et des PME. Donc pour ce faire, on a plusieurs types de formats. On avait mis en place l'année dernière, en 2021, aussi au titre, puisque nous sommes activateurs France NUM, des webinaires sur cette question, qui avait d'ailleurs été animé par Mehdi Chourib, que je vais laisser se présenter. Et puis nous avons aussi, bien sûr, des événements physiques et des conférences. Donc comme on est répartis sur l'ensemble du territoire, vraiment, on est prêt à venir se déplacer, à venir organiser des conférences avec nos experts. On avait aussi fait venir l'ANSSI. Et donc ça, c'est vraiment très important parce que les gens, effectivement, posent des questions, on les acculture, etc. Et on a aussi, bien sûr, des modules courts qui permettent aux salariés de venir se sensibiliser sur ces questions, donc sur des formats hybrides, avec une partie en e-learning où on peut venir sur 2-3 heures, en tous les cas, appréhender les questions essentielles. Comme vous le disiez très justement, si on ne fait pas de prévention, c'est quand même idiot de ne pas savoir quoi faire. Il y a encore des gens qui mettent des mots de passe type 1, 2, 3, 4, alors qu'on sait qu'effectivement, en quelques secondes, on peut craquer tout ça. Donc voilà, ça c'est extrêmement important. Donc des formats hybrides avec la possibilité en e-learning de venir se former, de former l'ensemble de son entreprise et de sensibiliser, comme vous le disiez, le chef d'entreprise, mais aussi les salariés. Et puis des formats en présentiel, où là on peut faire des partages de pratiques, mais aussi des cas pratiques vivants. Ça c'est extrêmement important. Donc il faut vraiment ces deux formats si on veut vraiment ancrer
les connaissances et permettre aux gens d'avoir les bonnes pratiques. Parce que ce n'est pas juste en écoutant effectivement un webinaire qu'on va... On est sensibilisé, on est acculturé, mais après, il faut vraiment... Et redire les choses. C'est-à-dire qu'il faut vraiment former, reformer et parfois être dans la répétition. Voilà. Mais je laisse Mehdi présenter peut-être plus précisément les choses. Vous animez vous-même ces formations, ces interventions. Alors de quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous amenez aux collaborateurs comme bon réflexe, comme bonne pratique peut-être à mettre en place? Ok, très bien. Alors je me présente, je suis Mehdi, donc je suis chercheur scientifique dans tout ce qui est fuite de données. Alors en fait, je vais apporter aujourd'hui une autre dimension. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de techniques, on a parlé des mesures. Il faut savoir que depuis 20 ans, la recherche scientifique se pose la question, est-ce que en fait, l'être humain aujourd'hui, il est capable de faire face à toute cette complexité de la cyberattaque? Et en fait, on se rend compte que souvent, il y a une phrase qui est sortie à peu près il y a 25 ans qui dit que l'être humain, c'est le maillon faible de la chaîne. Et cette phrase-là qui est restée critiquée, et depuis 5 ans à peu près, on se rend compte que c'est l'inverse. En fait, on a fait pas mal de questionnaires qu'on a envoyés en entreprise pour poser la question, ça veut dire quoi un mot de passe robuste? La réponse est très confuse. Aujourd'hui, si je pose la question à tous les participants, est-ce qu'on sait qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle? La réponse peut être oui, peut-être non. Qu'est-ce que c'est que le RGPD? Peut-être oui, peut-être non. Donc là, on se rend compte tout de suite que les hackers, ils ont compris tout de suite qu'il y a un volet psychologie qui est souvent super ignoré par les technologies. Donc si je prends l'exemple, aujourd'hui les cyberattaques, il y a derrière un hacker qui va, avant de faire sa cyberattaque, son attaque, il va se poser la question, est-ce que ma victime, elle a un chien ou il a un chien? Quel est son nom? La date de naissance et certainement le mot de passe, c'est une combinaison de toutes ces données-là. Donc du coup, il y a un volet en fait psychologie. Et aujourd'hui, il est clair et net que si jamais on veut protéger et mettre en des mesures de sécurité, il y a un volet qui est le comportement de l'être humain. Il faut sensibiliser, il faut accompagner. Il n'y a que comme ça qu'aujourd'hui, on peut construire ce qu'on appelle le firewall humain. Et en fait, le firewall humain, c'est exactement la première mesure de sécurité. Aujourd'hui, avec le Greta, on est en train de former ce firewall humain qui, pour moi, dans ma conviction personnelle, c'est le plus important avant les techniques. Donc la première recommandation, le premier conseil, c'est déjà un mot de passe fort. Alors qu'est-ce que c'est? Vous en avez parlé. Qu'est-ce que c'est qu'un mot de passe fort? C'est évidemment pas un mot de passe qui utilise ni 1, 2, 3, 4, ni éventuellement le nom de son chien ou de son chat. Oui. Mais alors qu'est-ce que c'est qu'un mot de passe fort, par exemple? Alors un mot de passe fort, déjà premièrement, il y a aujourd'hui plein de possibilités, en fait, des outils aujourd'hui qui sont capables de craquer les mots de passe. En général, on part du principe où il y a la longueur. Aujourd'hui, il y a des machines qui sont capables on leur dit par exemple, si le mot de passe il est de 8 caractères, eux ils vont avoir un temps de calcul jusqu'à ce qu'ils peuvent craquer le mot de passe. Aujourd'hui, un mot de passe, il est craquable. Donc, clairement, il est craquable. Maintenant, la question, c'est il faut combien de temps pour craquer le mot de passe? Donc, clairement, aujourd'hui, scientifiquement parlant, on parle de à peu près 12 caractères, entre 8 à 12, avec un degré de complexité. Pourquoi? Pour juste rallonger un maximum le temps de calcul. Mais aujourd'hui, si on va avoir un centre de recherche aux États-Unis, ou bien il y en a un qui se trouve en Allemagne, ils ont des capacités de calcul qui sont tellement puissantes qu'on est capable de casser un mot de passe. Est-ce qu'un mot de passe aujourd'hui il est cassable? Oui. Ça dépend des moyens qu'on a. Mais pour avoir, on va dire, un minimum de bonnes pratiques, on limite en général, d'après l'ANSSI, entre 8 à 12. Mais tout ça juste pour rendre difficile. Alors 8 à 12 et pas seulement des lettres, voilà, donc peut-être avec des majuscules. Voilà. Donc effectivement, ça devient de plus en plus compliqué, mais il y a aussi des outils qui permettent d'automatiser aussi et d'avoir des coffres-forts numériques pour ces mots de passe et puis qui permettent peut-être de simplifier les choses. Donc il y a quand même des outils qui existent et des bonnes pratiques qui peuvent être transmises, notamment dans le cadre de vos formations, qui permettent de sécuriser un peu l'accès à
Alors, tout à fait. Donc, en fait, le but de ces formations-là, c'est pas seulement de parler de mesures de sécurité, mais essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière et essayer surtout de sensibiliser dans le sens où il y a il y a de l'humain derrière. Il faut expliquer les choses. Il faut aussi se poser la question que comme un malfaiteur, il est capable d'analyser le cerveau d'un être humain. Nous aussi, en tant que professionnels de la sécurité, il faut qu'on se pose la question et on accompagne aussi. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi. Et c'est très bien. Donc, on a pu voir un bon panel de solutions qui vont de effectivement la question du diagnostic, de la formation du chef d'entreprise, mais aussi des équipes, l'assurance cybersécurité, et de façon générale, de travailler avec un professionnel en proximité, notamment sur la sécurisation de son système d'information. On a cité certains sites ou certaines sources également. Donc, on a beaucoup parlé de l'ANSSI, donc AN2SI. .fr, sur lequel il y a de nombreuses ressources. Il y a des guides de bonnes pratiques, des guides, les 12 conseils pour notamment les entreprises. Il y a un autre site gouvernemental qui est intéressant aussi, qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr, sur lequel il y a un grand nombre de ressources, y compris pour les particuliers, pour se sécuriser, ne serait-ce que pour avoir la culture générale de base en matière de cybersécurité. Donc voilà, c'est des outils qui sont gratuits, qui sont gouvernementaux, donc qui sont de confiance, et dans lesquels il ne faut pas hésiter à aller pour se renseigner sur toutes ces questions-là. Voilà, on a terminé sur cette partie-là de témoignages de solutions, et on va peut-être prendre quelques questions si les témoignages et les interventions n'ont pas été trop anxiogènes et que vous n'êtes pas tous complètement terrifiés sur vos sièges. Peut-être que vous avez quelques questions sur un peu tout ce qui a été dit. Alors la première question est toujours la plus difficile, donc ce que je vous propose c'est de passer directement à la deuxième question. Voilà, la deuxième question est toujours plus simple je ne sais pas si vous pouvez le dire, je ne sais pas si vous avez besoin de micro ou... Gendarmerie, je ne sais pas où. Voilà, alors la question concernait le fait de porter plainte. Alors effectivement, on a parlé de l'importance du fait de porter plainte. Alors ça peut être en zone police ou en zone gendarmerie. Peut-être que je peux vous donner la parole sur cette partie-là. Merci. Peut-être qu'au moment où en fait la victime s'est présentée à la gendarmerie de Pont-à-Marc, peut-être que l'interlocuteur n'était pas à même de répondre. Mais sachez que maintenant, il existe aussi des cybergendarmes et qui sont en mesure d'aiguiller les enquêteurs dans les prises de renseignements. Et vous avez toujours quelqu'un à disposition. Donc après, vous pouvez être mis, le gendarme de la brigade locale peut vous mettre en relation avec le référent CECOP ou avec un cybergendarme. Et il est toujours là en fait pour vous accompagner et pour atténuer en fait votre appréhension au risque. Je vais compléter, parce que nous on est confrontés régulièrement à ça, c'est qu'effectivement il y a quand même une différence, alors sans faire de la comparaison entre la police et la gendarmerie, aujourd'hui il y a quand même une vraie différence de compétences entre la gendarmerie et la police sur ce sujet-là aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment, et en plus à Marc-en-Barry on a des centres de référence en France sur le sujet. La police, très clairement, aujourd'hui, quand vous faites attaquer, vous êtes entreprise à Roubaix et vous allez à la police nationale, ils vous regardent en vous disant c'est quel formulaire, je ne sais pas, c'est quoi. Et souvent, et c'est pour ça que aussi il faut le savoir, si vous avez une gendarmerie pas loin ou un centre de gendarmerie, le site de la gendarmerie est extrêmement bien fait, le site internet, où il y a plein aussi de choses, c'est comment faire, etc. Je pense qu'il faut aussi aller pianoter quand on a encore internet. Voilà. Effectivement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait donc une question? Je ne sais pas si le micro transite. Oui, alors le micro est là. Donc n'hésitez pas si vous avez une autre question ici. On n'a pas parlé des antivirus, anti-hameçonnage, anti-firewall. Donc, qu'est-ce que ça vaut pour une entreprise?
Alors peut-être je peux passer la parole à Laurent. C'est un prérequis. Déjà, l'antivirus, c'est un prérequis. L'antivirus à jour, c'est un prérequis. Maintenant, ce n'est pas la solution miracle. C'est pas ce qui va vous protéger complètement contre les risques cyber. Maintenant, ne pas l'avoir, ça multiplie fortement le risque. Il n'y a pas de solution miracle sur le sujet. Même si on est proche de Noël, il n'y a pas de solution miracle. Donc après, en fonction de la taille de la société, les investissements, les possibilités d'investissement, les moyens à mettre en place seront différents. Mais on a beaucoup parlé d'hygiène informatique, donc sur les bonnes pratiques. Moi, c'est ce vers quoi je travaille avec mes clients. Parce que on a parlé des mots de passe. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les sociétés, beaucoup de sociétés utilisent des mots de passe à 12 caractères? Je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas. Est-ce que les mots de passe sont renouvelés très régulièrement? Ce n'est pas toujours le cas. C'est rarement le cas. Je suis très modéré dans ce que je peux dire. Est-ce que les sociétés connaissent tout ce qu'elles peuvent avoir d'un point de vue informatique? Est-ce que tout ça c'est sécurisé? C'est très très rarement le cas. Voilà. Alors, il y a une réponse à cette question très simple. Aujourd'hui, malheureusement, ça ne laisse plus le choix aux dirigeants. L'article 32 de la RGPD, il oblige toutes les entreprises à avoir un ensemble de mesures. Je crois qu'il y en a une cinquantaine. Antivirus, on n'en parle plus, il faut en avoir. Voilà, donc comme aussi les mesures de backup, archivage. Aujourd'hui, en fait, chaque dirigeant, il est obligé d'avoir ce qu'on appelle les mesures techniques et organisationnelles, article 32. Donc ça oblige aujourd'hui les entreprises à avoir ces mesures. Voilà. Donc normalement, il est sur le site de la CNIL, ça existe, en fait, c'est les tomes, et en fait, c'est une liste de prérequis qu'il faut avoir en entreprise. Voilà. Pour compléter, c'est vrai qu'on parle de sécurité informatique, on parle de RGPD, sécurité des données, les deux sont fortement liés. Voilà, parce qu'on ne peut pas sécuriser, si votre ordinateur n'est pas sécurisé, les données qu'il contient ne sont pas sécurisées non plus. Voilà. Mais effectivement, il y a beaucoup de prérequis à mettre en place. Maintenant, ce n'est pas forcément des choses qui sont payantes, parce qu'il existe beaucoup de choses qui sont à disposition. Le chiffrement des disques durs, par exemple, le fait que si demain on vous vole un ordinateur, vos données ne soient pas lisibles, c'est 2 clics de souris. Maintenant, très peu de sociétés le mettent en place. Juste là, j'ai fait un peu de pub pour les sociétés informatiques. Le danger, souvent, c'est pas de le faire une fois, et c'est aussi d'avoir un vrai suivi de la société informatique. Parce que le problème est qu'on est tous, à titre perso, c'est la mise à jour, j'ai pas le temps. Je clique en disant, allez, c'est pas grave, je le ferai demain, etc. Puis 1 mois passe, 2 mois passent, etc. Et là, le truc arrive, je suis pas à jour. Et c'est le petit astérix de l'assureur, là je vais faire le mauvais assureur qui vous dit, monsieur, vous n'êtes pas à jour de vos mises à jour, de trucs, on ne paie pas. Donc c'est pas juste, encore une fois, c'est vraiment un entretien au quotidien, etc. Et je pense que là-dessus, c'est extrêmement important. Je complète juste ce qu'a dit Mehdi aussi tout à l'heure sur la sécurité, les mots de passe, etc. C'est qu'il y a un nouveau système, et on le voit, alors on est un petit peu en retard en France, mais aujourd'hui la sécurisation se fait aussi par votre face, par votre voix. Ça va être les nouveaux systèmes de plus en plus qui vont se développer. C'est aussi piratable. Aujourd'hui, faites l'exercice sur votre Siri avec votre téléphone, etc. Faites parler votre fils et vous verrez que 1 fois sur 4, 1 fois sur 5, il s'ouvre. Donc rien n'est impiratable. Ce que disait Mehdi tout à l'heure, et je suis totalement d'accord, c'est quel moyen je vais mettre en face pour le pirater. Voilà. Donc ça, c'est vraiment là-dessus important. Si en face, il y a un pirate qui a beaucoup de moyens, il pourra tout pirater. Et sachez aussi que le Conseil régional a mis à disposition des chefs d'entreprise une formation post-cyber. Ça coûte 600 €, mais enfin, vous pouvez vous former par rapport au domaine cyber. Et pour rebondir aussi sur la question de madame, la mise en place d'un firewall ou d'un mot de passe sécurisé, donc un antivirus. Donc déjà, pour les chefs d'entreprise, c'est préférable d'avoir un antivirus payant. Et parce que on a
auprès d'une entreprise où j'avais établi un diagnostic, justement, l'entreprise fonctionnait avec un antivirus gratuit et pourtant c'était une entreprise performante. Donc après, ils se sont remis en question et le dirigeant a pris en compte toutes ces préconisations et ça joue en fait ça a un impact après sur la renommée de son entreprise et ça peut renforcer la confiance de ses fournisseurs et de ses clients. Alors, puisqu'on en parle, je vais pouvoir compléter, puisqu'effectivement, donc moi pour le coup, non pas en tant qu'animateur, mais sur ma casquette conseil régional, je peux vous préciser effectivement que le conseil régional Hauts-de-France accompagne les entreprises sur la question de la cybersécurité. Alors, on a parlé de beaucoup de mesures depuis tout à l'heure. D'abord, sur la question de la formation, effectivement, le conseil régional a mis en place ce qu'on appelle le pass cyberformation, qui est une formation d'une journée qui permet de faire un peu le point, les bases pour les dirigeants ou pour un salarié qui deviendrait référent cybersécurité dans l'entreprise. Et cette formation, elle coûte à l'entreprise, alors elle coûte 200 € et elle est prise en charge à moitié par le conseil régional. Donc le reste à charge pour l'entreprise, il est de 100 € pour une journée. Donc voilà, on est sur des choses très accessibles. Si on veut aller un peu plus loin et faire intervenir un prestataire pour faire un audit, pour faire un diagnostic dont on parlait tout à l'heure, le conseil régional intervient également en financement. On prend en charge la moitié du coût de l'intervention d'un prestataire avec une intervention qui peut aller jusqu'à 10 000 €. Donc nous, on peut prendre en charge jusqu'à 5 000 €. On prend en charge la moitié du coût. Et pour le coup, on a pour 10 000 € une étude assez précise sur les vulnérabilités et les préconisations à mettre en place dans son entreprise. Et puis une fois qu'on a fait ce diagnostic et qu'on a une liste un peu de choses à mettre en œuvre, éventuellement de matériel à acheter ou de logiciels dont on peut se doter, eh ben, le conseil régional va vous aider encore une fois à passer à l'acte, entre guillemets. Et donc, on intervient à un troisième niveau qui s'appelle le pass cyber investissement. Et là, on prend en charge 30% du coût d'investissement en matière de cybersécurité, à la fois pour du matériel ou du logiciel, dans une limite de 15 000 €. Donc nous, on intervient jusqu'à 4 800 €, je crois, quelque chose comme ça, pour vous aider à vous. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est systématique d'avoir besoin de dépenser 15 000 €, bien sûr, mais nous, on peut aller jusqu'à 30% de soutien dans des projets qui vont jusqu'à 15 000 €. Donc, pour donner un peu, on va dire, le petit coup de pouce pour dire, bon, bah voilà, là, j'ai mon prestataire qui est venu faire un audit, je sais ce qu'il faut que je mette en place, et ben, il faut que je le mette en place tout de suite. Et j'ai le conseil régional qui m'accompagne sur cette partie-là aussi. Voilà, pour vous donner un bilan plus complet de l'ensemble des interventions du conseil régional sur ce domaine-là. Je ne sais pas si on a une dernière question, peut-être, avant de vous laisser profiter du cocktail et puis éventuellement échanger avec nos intervenants de façon plus bilatérale. Voilà, je ne sais pas s'il y a une dernière question, une dernière remarque. Ah, il y a encore une dernière question. Non, ce n'est pas une question, c'est que simplement je suis surprise qu'il y ait peu de chefs d'entreprise qui se posent la question sur la cybersécurité. Alors, c'est une vraie question. Effectivement, nous, c'est un travail qu'on fait. Alors, moi, pour le coup, du côté conseil régional, je participe à beaucoup de tables rondes comme ça et je participe à l'organisation de beaucoup d'événements de ce type-là. En fait, sur la question de la cyber, on a le même problème que sur la question, toutes les questions de prévention de façon générale. C'est-à-dire que tant qu'il ne nous est rien arrivé, on est convaincu que ça n'arrive qu'aux autres. Jusqu'au jour où ça nous arrive à nous et on se dit « Ah, mais j'aurais tellement aimé qu'on m'en parle avant parce que j'aurais pu mettre en place des sauvegardes, j'aurais pu mettre en place un plan de continuité d'activité, j'aurais pu mettre en place des procédures, etc. » Et en fait, cette problématique-là, elle est récurrente à toutes les activités qui nécessitent de la prévention. C'est que, globalement, on est convaincu que ça arrive à tous les autres, mais pas à nous, jusqu'au jour où on peut être ciblé. Et comme disait Damien tout à l'heure, aujourd'hui, on n'est pas ciblé parce qu'on est plus visible sur Internet, parce qu'on a plus d'activités qu'une autre, parce qu'on est plus dans les médias ou je ne sais quoi. On est ciblé à partir du moment où on est connecté à Internet, puisque aujourd'hui les pirates lancent des attaques de façon tout à fait randomisée, de façon tout à fait aléatoire.
ils balancent des ransomware ou des rançongiciels sur Internet, et puis sont touchés ceux qui passent par là. Et donc, en fait, il est tout à fait illusoire de croire qu'on est plus protégé ou moins ciblé parce qu'on serait moins présent sur Internet. Voilà. Aujourd'hui, ça peut toucher n'importe qui. Et effectivement, on en revient aux propos introductifs du président de la communauté de communes. La question n'est pas de se dire est-ce que je serai attaqué, mais plutôt de se dire quand est-ce que je serai attaqué et qu'est-ce que j'ai mis en place pour faire face à la crise et repartir en ayant perdu le moins de temps et le moins éventuellement d'argent possible. Voilà, je vais vous laisser sur cette note réjouissante. En tout cas, j'espère que vous en ressortirez convaincus du fait qu'il vaut mieux prévenir que guérir et faire des choses en amont plutôt que de réagir. Et puis, si vous pouvez en parler également autour de vous, n'hésitez pas. Plus il y a de gens qui seront protégés et moins on aura de risques, y compris pour le tissu économique ou pour les collectivités autour de nous, de se retrouver coupés des services ou de se retrouver avec des entreprises en difficulté suite à une cyberattaque. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup tous les intervenants de ces tables rondes et puis Damien qui a bien introduit le sujet. Et puis je vous invite à rejoindre la salle juste à côté pour profiter d'un petit cocktail. Merci beaucoup. Pour les chefs d'entreprise qui le souhaitent, je sais que certains me l'ont demandé, il y a une possibilité de pitcher sur votre activité juste à côté, quelques minutes sur votre activité, sur votre entreprise.